rien. Alléluia, allez. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette troisième soirée conférence organisée par l'association Artemus. Après Étienne Chouard et Valérie Hugo, nous avons ce soir l'immense plaisir et honneur d'accueillir une nouvelle conférencière de qualité, combattante pour la vérité, en la personne de Marion Sigaud. Marion Sigaud est, comme elle aime à se présenter, une femme catholique, française, patriote, et se moque bien de toutes les étiquettes qu'on cherche à lui coller. Marion Sigaud est devenue historienne sur le tas, comme elle le dit. Elle a écrit des ouvrages relatifs à l'histoire du XVIIIe siècle en France, qui traitent d'affaires religieuses, policières et judiciaires, et de l'histoire qu'on ne vous enseigne pas à l'école. Vous trouverez sur Internet de nombreuses conférences enregistrées. Elle nous raconte par exemple dans sa conférence récente Louis XVI, le roi sacrifié, comment on a fait passer un roi bon et intelligent pour un bonnet cruel, et comment a été abolie la royauté. Passionnant, la vraie histoire est passionnante pour les chercheurs de vérité que nous sommes, encore plus quand elle nous est contée par quelqu'un qui est passionné comme est Marion Sigaud. Marion Sigaud a en fait repris des études d'histoire lorsqu'elle s'est intéressée au sujet de la pédophilie et de la pédocriminalité dans les années 80, sujet dont elle s'est emparée à bras le corps et à bras le cœur. Son travail d'investigation l'a conduite à écrire des livres, notamment Les droits sexuels de la destruction programmée de l'enfance et de la famille, et De l'amour et du crime, du sexe et des enfants, dont je vous recommande vivement la lecture. Marion a rencontré et s'est liée d'amitié avec Julie Tressman, qui, de l'autre côté de l'Atlantique, s'intéressait au même sujet, la pornographie, la pédophilie et la pédocriminalité. Marion a fait traduire 2 de ses ouvrages et a contribué à la traduction d'un 3e en français, dont Qui sait, la face obscure de la révolution sexuelle. Qui se trouve là-bas. Elle a préfacé. Qui sait, un homme dont elle nous parlera évidemment ce soir. Marion donne depuis de nombreuses années déjà des conférences pour informer sur les dérives qu'elle observe. Promotion du transgenrisme, apprentissage et banalisation de toutes les perversions, sabre de l'autorité parentale, falsification historique. Hélas, ce qu'elle pressentait est bien en train de se concrétiser. Le programme diabolique de sexualisation précoce et forcée des enfants, programme de l'OMS, est maintenant relayé par nos ministères de l'Éducation et se déploie ouvertement et à grande échelle dans nos écoles. La conférence que nous propose Marion Sigaud ce soir s'intitule « Enfance et sexualité, la dérive du système ». Un titre qui d'emblée met mal à l'aise. Certains avouent ne pas être prêts à entendre, car cette vérité-là est effectivement difficile à regarder en face. Marion Sigaud ce soir fera dans son exposé des références intimes à son histoire personnelle. Marion, merci pour tout ce travail accompli, pour ce combat que vous menez depuis longtemps. Merci car vous êtes aujourd'hui en mesure de nous informer de ce qui se passe pour que nous puissions maintenant protéger nos enfants. Merci à vous tous, le public. Merci d'avoir le courage de venir ici ce soir vous informer. Marion Sigaud nous invite à un réveil collectif, haut les cœurs, selon son expression consacrée. Sursum corda. Avant de lui céder la parole, je vais vous inviter à mettre vos téléphones en mode avion ou à les éteindre et à ne prendre ni photo ni film dans la conférence. Pas encore, Kéros nous fait l'amitié de filmer la conférence et la diffuser en direct. Un grand merci à Kéros. Et nous avons parmi nous ce soir ici un jeune journaliste, Alexandre Télas, qui occupe notre ministère.
être informé par email. Si ce n'est déjà fait, vous donnez votre adresse email à Eva et Karine qui se trouvent au fond de la salle pour qu'elles vous ajoutent à la liste de distribution Artemus. 2. Vous pouvez rejoindre le Telegram Artemus officiel. Et 3. Visiter le site web Artemus qui est en ligne depuis aujourd'hui à l'adresse artemus.info. Artemus.info. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, mais on va le maintenir à jour pour que vous soyez informés de tout ce qui va venir. Donc, dans l'actualité d'Artemus, nous avons des conférences passionnantes qui sont en train de s'organiser et le lancement imminent de notre chaîne YouTube. Vous allez trouver là tous les replays des conférences, des soirées conférences qui sont filmées et la série podcast Le Monde d'après, dont certains numéros, dont certains épisodes sont déjà enregistrés. Là, le près, il dit quoi? Oui. À peu près ça. Une série qui enregistre les 4 artumésiens Lavigne, au fond de la salle, Ludovic Joubert, Nicolas Daceva et Simon Licurgue. Tantôt avec des invités, tantôt sans invités. Marion Sigos s'est prêtée à l'exercice et apparemment ça s'est plutôt bien passé. Lisa sera en ligne vraisemblablement la semaine prochaine. Pour terminer, je salue la présence à nos côtés ce soir encore de notre libraire bruxellois préféré et partenaire, Maupassant, avec ici représenté par Michael. Maupassant vous propose ce soir quelques-uns des livres de Marie Sigaud, des livres de nos 2 artumésiens écrivains Nicolas Daceva et Simon Licurgue, et puis une sélection de livres qui doivent nous permettre de mieux comprendre ce monde et notre histoire. Voilà, je vais laisser la place à Marion Sigaud. Il y aura du temps après pour une session de questions-réponses. Merci. Avant de commencer la conférence, je voudrais vous signaler que j'ai apporté un disque parce que j'ai décidé de faire chanter la France. Donc j'en ai apporté 10 exemplaires, mais je ne suis pas là pour chanter ce soir. Mais une autre fois, si vous voulez, alors ça ne sera pas pour chanter devant vous, c'est pour que vous chantiez avec moi. Merci d'être venus si nombreux, c'est impressionnant. Ah, j'aime bien les salles combles, hein, surtout quand les salles sont grandes. C'est vraiment très impressionnant. Alors je remercie les gentils organisateurs, comme on dit, et puis mon cher Alain, que je suis maintenant depuis quelques années, qui compte, ce sont les années qui comptent. Est-ce que le son est bon là? C'est bon. En 1921, qui se trouve être l'année de naissance de ma chère maman, 1921, la création aux États-Unis de la Ligue américaine pour le contrôle des naissances, qui allait devenir ce qu'on a appelé le planning familial. En français, on devrait dire la planification familiale. En anglais, ça s'appelait Planned Parenthood. À la manœuvre de cette création, une femme, Margaret Sanger, socialiste radicale, sage-femme de son métier, qui avait exercé dans les quartiers pauvres de New York. Et comme praticienne de l'accouchement dans les quartiers pauvres, elle estimait que, alors je cite, accrochez-vous, l'acte le plus charitable qu'une famille nombreuse puisse faire pour l'un de ses enfants en bas âge, c'est de le tuer. Pas mal pour une sage-femme. Et elle a écrit, 2 ans après, « Les services de maternité pour les femmes des taudis sont nuisibles à la société et à la race. La charité ne fera que prolonger la misère des inaptes. » Et en 1934, elle écrira donc que son programme consiste à dire « Aucune femme et aucun homme n'aura le droit de devenir parent sans un permis de parenté. » Voilà quel est, dans sa genèse, le programme du planning familial. Margaret Sanger était ce qu'on appelle une eugéniste. Elle prônait la limitation de la reproduction chez les pauvres, qui devraient obtenir le droit de se reproduire. D'emblée, le planning familial annonça donc sa vocation diabolique. C'est un organisme qui prétendait promouvoir la famille alors qu'il promouvait l'avortement quand ce n'est pas l'infanticide. Et mentir à ce point, c'est l'œuvre du diable.
En 1956, en France, c'est le franc-maçon Pierre Simon qui fonda la branche française appelée Maternité heureuse, qui deviendra le planning familial. Franc-maçonnerie et Ligue des droits de l'homme, c'est presque un pléonasme, promurent l'avortement, puis la diffusion à grande échelle de la contraception. La maternité heureuse, c'était quand il n'y avait pas d'enfants. C'est QFD. En 1960, Maternité heureuse est devenu le mouvement français pour le planning familial, le MFPF, qui a rejoint l'International Planned Parenthood, la Fédération internationale, ou IPPF. 1968 en France. Une vague libertaire secoue le pays et réclame la libération sexuelle. Un savant américain, Alfred Kinsey, a révolutionné notre après-monde en publiant le premier rapport scientifique sur la sexualité humaine. Il fallait tout revoir. Ce que dit Kinsey, c'est la vraie vie sexuelle des Américains, n'est pas ce que disent les Américains. Par contre, c'est ce que son rapport. L'avortement, c'est banal. Ça se fait à grande échelle. La fidélité, un leurre, un mensonge. L'homosexualité, elle touche au moins un homme sur 10 de façon permanente. Et on ne vous dit pas tous ceux qui ont essayé. La masturbation n'a jamais fait mal à personne. Allons-y. Et surtout, c'est le plus grave, c'est ce qui va avoir le plus de conséquences, les enfants sont sexuels dès leur naissance. Mai 68, il n'y avait pas besoin de citer Kinsey, ce sont ses conclusions qui ont déferlé sur la France et qui m'ont atteint où certains pions, vous savez, les pions, c'était des étudiants surveillants payés par le système pendant leurs études pour surveiller les salles de permanence, les cours de récré. Enfin, et les pions, je les revois venir diffuser la bonne parole sexualiste dans la cour de mon lycée. Vous ne vous rendez pas compte de l'oppression sexuelle que vous subissez, vous avez tous des besoins et vous êtes interdits de les satisfaire. Révolution sexuelle, révolution sexuelle, révolution sexuelle. Qu'est-ce que j'ai appris par l'intermédiaire de ce mouvement? J'avais 17 ans en 68, 18 ans dans la foulée, j'aime autant vous dire que j'ai tout pris dans la figure. Il n'y a rien qui m'a échappé de ce mouvement. La répression sexuelle nous détruit. C'est-à-dire que la pulsion sexuelle est une belle pulsion de vie et la répression, c'est la destruction de la personne. Donc il faut se libérer. Le sexe, c'est beau, même sans contrat de mariage. Ne confondons pas tout. Le sexe, c'est le sexe, mariage, c'est autre chose. On a bien le droit si on fait de mal à personne. Je fais du mal à qui? Je couche avec qui je veux, je fais du mal à qui? Allons-y gaiement. La morale sexuelle, c'est une morale bourgeoise, réactionnaire, anti-jeune. En plus, à cette époque-là, la pilule était disponible. On n'avait donc plus à craindre de grossesse non désirée. Allons-y gaiement. Et surtout, l'argument « faites l'amour, pas la guerre ». C'était l'époque de la guerre du Vietnam. Donc chaque fois qu'on faisait l'amour, on sauvait un petit Vietnamien. Chaque fois qu'on faisait l'amour, on faisait la paix au Vietnam. La révolution sexuelle s'est répandue par le rapport Kinsey et elle est passée pour toute une génération, la mienne, comme une merveille qui luttait contre la guerre et contre la mort. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Et c'est comme ça que nous l'avons vécu. On retrouve toute cette idéologie dans la comédie musicale Hair. Est-ce que vous avez vu Hair? Et alors mon amie Claire Sévrac, quand elle était jeunette, quand elle avait 20 ans, elle a joué dans Hair. Et elle confirme tout ça. Elle confirme tout ça. Alors elle m'a également raconté que quand il demandait une augmentation de salaire, on lui disait, attendez, plaisantez, c'est pour la cause. Ah bah oui, c'est pour la cause. En 1968, j'ai eu 18 ans. J'étais une bonne chrétienne, catholique et pratiquante. Je militais depuis 2 ans à la jeunesse étudiante chrétienne. Alors j'ai été un peu désorientée, même beaucoup, par la nouvelle messe en français, qui se faisait avec guitare électrique, avec l'autel retourné. Et alors les guitares électriques, je crois que c'est ce qui m'a franchement le plus choqué. Et c'est l'époque où, j'ai pas envie de le raconter ici, mais j'ai vécu un drame familial violent et destructeur. Je suis entrée en conflit avec mon père, à un moment donné, c'était lui ou moi. Et j'ai basculé, j'étais au bord de la folie, j'ai perdu tous mes repères, j'ai basculé. Je suis devenue autre que ce que j'étais. J'ai adopté presque d'un seul coup tous les nouveaux codes ramassés au quartier latin en insurrection. Je peux presque dire qu'il y a eu un jour avant et un jour après.
La gauche, c'est bien, c'est mal. Le sexe, c'est bien, le mariage, c'est idiot. La contestation de tout, c'est bien. La soumission à l'autorité, c'est l'esclavage. Dieu, oui, Dieu, on ne rejette pas Dieu comme ça, mais sans l'Église. Organisation dépassée au mieux, criminelle souvent. L'Église criminelle, c'est là que j'ai commencé à répéter ça, à ressasser ça comme une scie. Je suis la mesure de toute chose. Je suis la mesure de toute chose. C'est-à-dire, c'est la réalité, c'est ce que je ressens. C'est comme je le sens. Et c'est devenu le critère. C'est bien ou c'est mal? T'as envie ou t'as pas envie? Comment tu le sens? Je suis devenu la mesure de toute chose. L'autorité, c'est l'oppression. La Révolution française, un grand mouvement libérateur. Le mal, c'est la droite. Le mal, c'est les patrons. Le mal, c'est la religion. Et surtout, vive la République. Le 20 mars 1969, aux USA, s'est tenue une conférence destinée aux professionnels de santé. Conférence tenue par un docteur, Richard Day, qui était directeur au planning familial américain. Ces professionnels de santé étaient destinés à devenir leaders dans leur domaine. La conférence s'adressait dans un but parfait d'application d'un plan. Le docteur Day a expliqué à son éditoire qu'il était libre de parler comme il allait le faire parce que, disait-il, maintenant, et plus personne ne pourra nous arrêter. Qu'est-ce qu'il avait à dire? Alors, incidemment, je vous rappelle ou vous signale, si vous ne le savez pas, que le président Sarkozy a dit à propos du nouvel ordre mondial, personne, je dis bien personne, ne pourra nous en empêcher. Il parlait du nouvel ordre mondial. Ah ben c'est ce qu'on verra, monsieur Sarkozy. C'est ce qu'on verra. Mais c'est exactement ce qu'a dit le docteur Day. Maintenant, tout est en place, rien ne pourra nous arrêter. Il a demandé de couper les magnétophones et il a demandé que les prises de notes, qu'il n'y ait pas de prise de notes. Ce qui est quand même extraordinaire quand vous vous adressez à un public de professionnels. Mais il y a des gens qui ont pris des notes quand même. Et c'est grâce à ces gens-là qu'on peut le savoir. Un médecin pédiatre catholique américain en a pris quand même et les a publiés 20 ans plus tard sous le titre « Le nouvel ordre des barbares ». Le postulat de départ de cette conférence était qu'il fallait drastiquement réduire la population mondiale. Pour quels arguments? On allait manquer d'espace vital, on allait manquer de nourriture, on allait être submergé par les déchets, Bon. Donc il fallait réduire la population mondiale. Donc pour réduire la population mondiale, c'est-à-dire il faut réduire le nombre des humains, on a commencé par imaginer de rendre les gens infertiles par la nourriture ou la boisson, puis ils ont dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer, on va pas y arriver, on pourra pas faire le tri. Donc, on allait procéder autrement. Alors, c'est là qu'a été introduite ce que voulait Margaret Sanger, c'est on introduit la notion de permis de procréer. C'est-à-dire que la procréation, il va falloir le mériter. Mais on va pas vous parler sexe, on va vous parler sexe, on va plus vous parler procréation, vous allez voir. Les gens, disent-ils, ne renoncent au sexe car la pulsion est trop forte. Alors, on ne va pas leur faire renoncer au sexe, on va séparer le sexe de la reproduction et la reproduction du sexe. Ce qu'on vit aujourd'hui est l'application d'un programme. On va séparer le sexe de la reproduction et la reproduction du sexe. Et pour y arriver, on va changer les mœurs. Changer les mœurs, ça veut dire changer la morale. Rien de moins. Quelques pistes. On va promouvoir et permettre l'avortement de masse subventionné. Et moi, je suis en âge de vous dire que les pères, c'était pas des suffrages, c'était les premières contestataires de l'interdiction d'avorter. Alors, j'en faisais pas partie, mais j'étais au milieu d'elles. C'était l'avortement est un droit, mon corps est à moi, je fais ce que je veux. Avortement, gratuit, gna, gna, gna. Donc, l'avortement va dire un droit, il sera gratuit et accessible à toutes. À toutes. On va promouvoir l'éducation sexuelle à l'école dès les petites classes. Et si cette sexualisation dès les petites classes provoque des grossesses précoces, ça convaincra les parents d'accepter l'avortement malgré leur réticence morale ou religieuse. Vous voyez comme c'est pervers. Est-ce que vous imaginez la perversion du truc? Petit à petit, on vaincra les résistances à l'avortement quand les parents affolés verront leur gamine arriver avec le ballon à la maison. L'homosexualité devrait être encouragée. Qu'est-ce que vous avez plus sûr comme pratique non fertile que des pratiques homosexuelles? Il n'y a pas mieux. Donc, les gens, non seulement n'auront plus à cacher leur homosexualité, mais on va la promouvoir.
Ça vous rappelle rien? Vous n'avez pas l'impression, en regardant autour de vous, qu'on est en plein dedans? Tout le monde aura la permission de se livrer aux activités sexuelles comme ils l'entendent. Tout sera permis, sans restriction. On va faire du sexe une activité absolument omniprésente, tournée sur le plaisir et la jouissance immédiate, sans aucune connexion avec la reproduction de la vie. On va changer les modes féminines, c'était dans le programme. Les modes vestimentaires seront plus et provocantes. Mais je me souviendrai bien que c'est l'arrivée de la mini-jupe, ça. Moi, j'avais des jambes interminables. Je peux vous dire que ma mère, quand elle me verrait avec une mini-jupe, j'ai pris une paire de claques, je ne vous dis pas. Dès qu'elle a eu le dos tourné, j'ai continué. De toute façon, on le faisait toutes. On le faisait toutes. On montrait nos jambes, brusquement, on montrait nos jambes tout le temps, partout, partout. C'était drame. Il faut que les femmes soient pratiquement sexuellement disponibles tout le temps. En tout cas, si ce n'est disponible, en tout cas provocantes. Et le docteur Day a dit, si une femme a un corps attrayant, pourquoi ne le montrerait-elle pas? Ben oui, au fait. Ben oui, après tout. C'est-à-dire qu'en fait, rendre les femmes objets sexuels permanents, c'était également dans le programme. C'est pas une dérive, c'est dans le plan. Autre face de la même pièce, on va éliminer la féminité. Et il a été au programme de pousser les filles de plus en plus à faire de l'athlétisme, qui n'était pas forcément les attirer le plus. Donc, plus elles feront de l'athlétisme, et moins elles penseront à pouponner. Donc, c'était dans le programme. Elles ne doivent plus penser au bébé. Donc, elles pensent, et on va les mettre en compétition avec les garçons. Et une fille, en grandissant, devra penser à devenir une belle athlète plutôt qu'une bonne mère. Mais c'est pas ça l'égalité entre les filles et les garçons mouvants. Beaucoup de femmes travailleront hors de leur maison. Beaucoup d'hommes dans leur travail devront changer de ville et de voyager. En fait, il sera de plus en plus difficile pour les familles. On appelle ça la mobilité. Je pense que c'est une valeur, la mobilité. Soyez mobile. Vous n'avez pas de travail ici, ben déménagez. On sépare les familles. C'est un plan. C'est un plan. Et on tire les femmes du foyer, sous prétexte de les libérer, en fait, pour les enfants, c'est clair et net. Donc, les mariages seront moins stables, et plus les mariages seront instables, moins les gens auront envie d'avoir des enfants. C'est comme ça qu'on va réduire petit à petit la population. Du passé, faisons table rase. Vous connaissez la chanson. Toutes les vieilles religions devront disparaître. D'abord le catholicisme romain, et les autres ensuite. Mais l'attaque contre le catholicisme est en tête du programme. Classiques de la littérature sont... Vous imaginez ça? On va réécrire les classiques. L'argument à quelqu'un qui a dit, mais enfin, on ne peut quand même pas faire ça, il dit, mais le lecteur moyen qui va lire une version révisée d'un texte classique, il ne pourra jamais su qu'il y en avait une autre avant. Je peux vous signaler que moi, comme historienne, je peux faire la comparaison avec des textes parus en 1766 et leur version actuelle. C'est revu et corrigé. Ni vu ni connu, sauf pour les chercheurs. C'est pour ça qu'il en faut. En 1969, ce qu'on n'appelait pas encore le nouvel ordre mondial préparait la réduction de la population par la destruction des valeurs, la destruction des religions, la destruction de l'enfance et de la famille au moyen de la sexualisation de tous à outrance. Au cours des années 1970, je fuis mon mal de vivre en Israël, où j'apprends l'hébreu, où je m'intègre, sans y rester, dans un kibboutz qui me réapprend les valeurs familiales. Ça ne calme pas mes angoisses, mais ça me remet les valeurs en place. Mon kibboutz deviendra ma deuxième famille. Faisons un bond, parce que mes années à la suite de ça sont des années de mon engagement en direction de, on peut dire la paix au Moyen-Orient, disons ma compréhension de ce qui se passait en Israël, ensuite ma compréhension de ce qui se passait côté palestinien, ça a été mon investissement dans ce combat pour la vérité. 1991, j'ai la jeune quarantaine, je m'installe à la campagne, où j'ai toujours voulu vivre. Je suis toujours de gauche, républicaine, anticléricale, puis alors revendique. Alors c'est pas le curé, parce que moi j'ai jamais rien eu contre les curés, mais le cléricalisme, toutes ces vieilles lunes, tout ça, j'en mange tous les matins. Alors on pourrait dire laïcarde, c'est-à-dire que s'il y a le choix entre la raison et Dieu, il y a toujours la raison contre Dieu à cette époque-là. C'est le moule dans lequel je me suis coulé en 1968. Je me suis coulé, je revendique d'avoir fait cette bascule. Je dis parce que face à une situation familiale dramatique, j'ai fait ce choix. Et c'est bien de le reconnaître, parce que quand on fait un choix, on peut faire un autre choix. Quand ça dépend de soi, on peut toujours retomber sur ses pieds. Alors,
j'étais passé, quand je suis passé de la alors j'ai fait un passage à l'extrême gauche, alors je vous explique comment. J'étais d'abord à l'AGEC. L'AGEC, c'est la jeunesse étudiante chrétienne, c'était la jeunesse étudiante chrétienne, je vais vous dire qu'en mai 68, ils étaient sur les barricades. Ça c'est clair, je m'en souviens très bien. L'AGEC, c'était les cathos de gauche. Alors on commence cathos de gauche, après on continue par gauche tout court, puis après on passe à l'extrême gauche et il n'y a plus cathos. Ça a été mon évolution. Et mes engagements sociaux et politiques m'ont mené à adhérer à la Ligue des droits de l'homme à Paris. J'étais membre de la Ligue des droits de l'homme à Paris, et quand je suis arrivé à la campagne, quand je suis arrivé en Bourgogne, j'ai rejoint la Ligue des droits de l'homme, ça me faisait moyen de connaître des gens, parce que j'étais à la Ligue des droits de l'homme à Paris, je suis devenu à la Ligue des droits de l'homme dans Lyon, et on m'a bombardée présidente départementale. Alors, c'était un nid de franc-maçon, l'affaire est entendue. Ils m'ont pas demandé, je n'ai jamais été franc-maçon, et je n'ai pas le profil, clairement, mais ils m'ont pas demandé de le devenir, mais ils m'ont quand même bombardé en me disant, celle-là, elle est plutôt pas mal, mais on va la tenir. Je crois qu'ils ont regretté amèrement après. Et à peine arrivé à la Ligue des droits de l'homme, j'ai découvert le cas terrifiant d'une petite fille retirée par les services sociaux d'une famille nourricière qui la protégeait pour être remise à une famille naturelle, maltraitante et sexuellement maltraitante. C'est-à-dire que cette petite fille de 6 ans avait été confiée, elle était née d'un viol incestueux, elle a été confiée à une famille d'accueil et elle avait obligation de rendre visite à ses parents. Et au bout d'un moment, quand elle revenait de visite de chez ses parents, elle couinait, elle chouinait, elle voulait plus manger, elle piquait des colères, elle pleurait, enfin bon. Et ses parents nourriciers ont fini par lui faire avouer qu'elle était violée régulièrement. Qu'a fait la famille d'accueil? Elle a fait un signalement. Que s'est-il passé? On a retiré la petite fille aux parents nourriciers pour les rendre à la mère maltraitante qui ne l'avait même pas demandé. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais dans quel monde je vis? C'est effroyable de découvrir un truc comme ça. C'est là que pour la première fois j'ai entendu le mot pédophilie. Je ne savais pas que ça existe, je suis suffisamment lettré pour comprendre ce que ça veut dire, mais je n'avais jamais entendu le mot. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et ça a été le début d'un tremblement de terre pour moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce que c'est que cette réalité? Et plus rien n'a jamais pu être comme avant que je sache ça. Vous avez des événements dans une vie qui vous changent la vision du monde. Il y a un avant et un après. Alors il y a eu un avant et un après mai 68. Et là, c'est le deuxième bouleversement de mon existence. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé d'en parler à la Ligue des droits de l'homme, et alors là, c'est extraordinaire, parce que je suis allé à un congrès, les gens tout sautaient, crachotaient, regardaient ailleurs. J'ai compris, alors je n'ai pas compris le même jour, mais j'ai compris assez rapidement, qu'ils étaient très mal à l'aise parce qu'ils savaient exactement de quoi je parlais. Et ils ne voulaient surtout pas en parler. Et un jour, à une assemblée générale, pendant un congrès, j'ai dit, mais est-ce qu'on pourrait avoir, quand on pose des questions, quand on envoie des questions depuis la province, qu'on les envoie à Paris, est-ce qu'on pourrait quand même avoir des réponses? Et la personne qui était à l'estrade, il dit, oui, je suis au courant qu'il y a des affaires de pédophilie dans Lyon, et je ne l'avais jamais dit. Moi, je n'avais pas dit il y a des affaires de pédophilie dans Lyon, j'ai dit il y a des affaires d'enfants enlevés, mais je n'avais pas prononcé le mot. Et la personne à l'estrade a prononcé le mot. Ça veut dire qu'en fait, ils étaient au courant depuis le début, et ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien fait. Et c'est là que j'ai compris, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors, quand j'ai quitté la Ligue des droits de l'homme, je leur ai demandé d'avoir la gentillesse de rayer mon nom de leur liste. Je ne veux plus que mon nom soit associé à ces gens-là d'aucune manière. D'aucune manière. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai commencé à essayer d'en parler autour de moi. Les gens n'avaient pas l'air de comprendre. En tout cas, personne ne voulait écouter. Et quand j'ai commencé à raconter ce qui se passait, les gens me disaient « Oh, t'as fini là, qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es folle, t'es dingue !» Mais j'ai rencontré des gens qui s'étaient occupés de l'affaire de cette petite fille et qui m'ont raconté des trucs absolument terribles. Et c'est là que j'ai entendu le mot pédophile pour la première fois. J'ai dit « Mais c'est quoi ce truc-là » Alors j'ai dit « Je vais chercher, je vais lire. » J'ai commencé à courir les bibliothèques. Il y a des gens bien intentionnés qui me disent « Attention Maria, attention, c'est très dangereux ce que vous faites là.
Ne partez pas bille en tête là-dessus. Vous avez affaire à des gens très puissants et très méchants. Mais je dis, mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi ces gens? C'est quoi cette réalité? C'était vertigineux. Ça faisait peur. J'ai commencé à vivre dans la peur, j'ai commencé à vivre dans le cauchemar. Je ne savais pas où j'avais mis les pieds, je savais que c'était horrible et que ça touchait aux enfants. Brusque, 1996, nouveau tremblement de terre. Et là, vous allez comprendre de quoi je parle. L'affaire Dutroux. Qu'est-ce qui se passe? Entre mai et août, disparition de 2 petits, puis arrestation d'un certain Marc sa femme Michel Martin, chez qui on retrouve les 2 petites emmurées vivantes. 2 jours plus tard, cadavre de 2 autres petites mortes de faim dans une cache. Et là, le mot pédophile fait la une des journaux. Ça fait 2 jours que je m'escrime à parler de ça et on me dit t'es folle. Et là maintenant, ça fait la une. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? La population indignée se soulève. Alors là, les manifestations de la marche aux Blancs, alors chez les Belges, j'en pleurais, je regardais ça, je dis oh, quel peuple extraordinaire. J'attendais que ça vienne chez nous, c'est pas encore demain, ça se rapproche. Et les gens demandent des comptes, on va appeler ça la marche blanche. Le même mois d'août 1996 à Stockholm, le public stupéfait entend les témoignages d'enfants qui racontent des sévices dont ils sont victimes dans des réseaux. C'est la même année, sort l'affaire Dutroux et le congrès de Stockholm. Dans la foulée, c'est-à-dire quelques semaines plus tard, éclate l'affaire des disparus de Lyon. Les disparus de Lyon, ce ne sont pas des affaires de pédophilie, mais ce sont des affaires de perversion sexuelle. Des handicapés mentaux légères disparaissent et on en retrouve attachés dans où des notables viennent les torturer pour s'amuser. Ça, c'est pas de la pédophilie, mais c'est de la perversion sexuelle. Et là, je regarde une réalité en face. Il y a des gens qui s'excitent de la souffrance qu'ils provoquent. Ces gens s'organisent et ils sont puissants. Dans quel monde vivons-nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Un gendarme, Christian Jambert, s'affaire tout seul depuis des années à remonter la trace des disparus et d'un prédateur qui semble très bien protégé. Et je rencontre cette année-là le gendarme Jambert, Christian Jambert. 1 an plus tard, en 1997, une gigantesque opération de police française, l'opération Ado 71, met en cause des centaines de consommateurs de cassettes qu'on dira pédopornographiques. 814 perquisitions, 686 interpellations, une centaine de mises en examen, une soixantaine de renvois devant un tribunal, et suicide. Et alors là, le scandale, c'est le suicide. Comment? Mais il ne faisait que regarder des cassettes. Et alors? On a le droit de jeter en pâture jusqu'au suicide. Maître Henri Leclerc, président de la Ligue des droits de l'homme, il n'était déjà plus membre à ce moment-là, s'insurge contre ces rafles à grand spectacle. Rafle à grand spectacle. Et il est relayé par la SO, Elisabeth Guigou. Quand même, c'est rafle à grand spectacle. Ah bah oui, on pouvait les faire clandestinement, pourquoi pas. Réponse du procureur en charge de l'affaire. On n'a pas arrêté des gens qui possédaient chez eux des cassettes de Blanche-Neige. Certaines cassettes incriminées comportent des scènes de torture et de viol parfois insoutenables. On achète des cassettes où on voit des enfants se faire torturer à mort. Il faut dire que c'est pas grave. Et les dénoncer, c'est une honte de les pousser au suicide. En fait, le résultat de l'opération Ado 71, ça a été de dire, c'est très exagéré, circuit, rien à voir. Résultat des courses, il y a eu une condamnation à 3 ans de prison ferme pour celui qui a les cassettes, une cinquantaine de peines allant de 2 à 6 mois de prison avec sursis, et c'est tout. Pchit. C'est pchit. Mais les gendarmes, ils n'étaient pas contents. Laissez-moi vous dire. Est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir s'en contenter? D'autant que dans la foulée, le gendarme Jambert, qui venait triomphalement croiser dans les rues d'Auxerre, il me dit « Marion, venez, il faut que je vous annonce la nouvelle. C'est, mon affaire va sortir. » Et une semaine après, on le retrouve suicidé de 2 balles. 2 balles. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Je vous assure, c'est vertigineux. Comment est-ce que j'ai pu tomber sur tout ça? Je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je voulais que je fasse contre ces gens tellement puissants, tellement atroces? Alors je continue de me renseigner et je découvre qu'il existe une esthétique de l'atroce, un goût particulier qu'ont certains de se complaire, de s'exciter, de jouir de la souffrance d'autrui. Et ces gens-là, on les a retrouvés dans l'histoire, c'est ce qu'on appelait les libertins. Les libertins, à l'époque de Louis XIII, étaient des gens qui disaient qu'un grand crime, du moment que c'est bien fait, du moment que c'est beau, c'est diable.
Qu'est-ce que c'est la citation? Un grand crime et... Enfin, je ne sais plus, je ne connais pas la citation. Enfin, il existe une esthétique de l'atroce qui se propage dans certains milieux et des gens qui se reconnaissent entre eux pour partager ce goût de la perversion du sadisme. Et la perversion et le sadisme ne sont pas seulement des mal, mais des réseaux de gens qui se retrouvent pour les mêmes pratiques. Parce qu'il n'y a pas que des gens qui s'excitent des récits, mais il y a ceux passés à l'acte. Et là, on entre dans un monde de crimes à une échelle vertigineuse. Vertigineuse. Parce que ces gens-là ont besoin de victimes et d'impunité. Comment font-ils? Comment font-ils? J'ai mis le doigt sur quelque chose d'épouvantable et je ne peux rien faire et je ne peux pas rien faire. Ni je ne peux faire quelque chose, ne rien faire. Il faut que je trouve une solution. J'ai perdu le sommeil. Je ne pouvais plus fermer les yeux. Quand je fermais le soir, j'étais assailli d'images atroces. J'ai voulu le sommeil. Alors j'aurais pu prendre des somnifères, alors ça niette. Mettre mon mouchoir dessus en faisant comme si je n'avais pas vu, c'est juste pas possible. C'est pas possible, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas possible. Donc je peux rien faire et je ne peux pas ne rien faire. 1998, je sors la première mouture de l'amour et du crime, du sexe et des enfants. C'est ma découverte dans mon coin d'une esthétique de l'abus de l'enfant, de la haine des femmes et de l'apologie du sadisme et de la prédation pour un certain nombre de Saint-Germain-des-Prés et de la gauche qu'on dira bobo. Bobo, c'est bourgeois bohème. Et des gens méchants, très très méchants, et couverts au lieu, en très haut lieu, gravitent autour de l'auteur de ces horreurs qui s'appelle Gabriel Matzneff. Donc, cette mouture de l'amour et du crime, du sexe et des enfants, Internet vient d'arriver, je l'ai mis sur Internet, personne ne l'a vu, c'est pas grave, j'avais fait mon truc, alors c'était pétri de valeurs de gauche, alors je vous raconte pas, et tout ce qu'il fallait. Donc, à cette époque-là, je me revendique toujours de gauche, laïque et républicaine. Boum, ça c'est le préalable, c'est le préambule. Mais les connivences des prédateurs d'enfants et de jeunes filles avec la gauche commencent à me révulser. Parce que là, je les vois quand même de plus en plus près. Mon texte qui est mis sur la toile, qui émerge seulement, ne touche absolument personne, sauf l'intéressé. Quelqu'un me dit, tiens, vous appelez Marion Sigaud, ouais, vous savez, un certain Gabriel Matzneff, il vous allume, alors il a accusé le coup, là. Il paraît qu'il a vacillé, le mec. Alors, il n'est pas venu me le dire, mais quelqu'un... Parce que dans mon texte, je ne l'ai pas nommé. J'ai écrit de l'amour et du crime, du sexe et des enfants sans citer Gabriel Matzneff. Mais ceux qui l'ont lu l'ont tout de suite reconnu, lui, il s'est reconnu. Et il s'est rien passé, sauf qu'un jour, quelqu'un m'a dit, moi, je suis une ancienne victime de Gabriel Matzneff, et voilà. Ce texte n'est pas tombé complètement dans l'anonymat et dans l'oubli. Donc, à partir de là, je continue de chercher, je suis mes intuitions, je lis des dizaines de livres, je cours les bibliothèques, les archives des journaux, je passe... Alors, j'avais la possibilité, en vivant à la campagne avec un patrimoine légué de mes parents, qui me permettait de vivre, pas sur un grand pied, mais sans être obligé de travailler. En plus, je vivais en ménage avec quelqu'un, on partageait les frais, il me donnait sa sécu, enfin, je veux dire, j'étais à l'abri, j'avais la liberté de créer, la liberté de chercher. C'est important. Quand on est obligé de courir après un salaire pour payer ses factures, on n'a pas le temps de faire ce que j'ai fait. Donc, ma situation me permettait de le faire. Et alors, j'ai découvert au cours de toutes ces recherches un épisode dramatique qui a secoué Paris en 1750, quand des foules insurgées contre des enlèvements d'enfants s'en sont prises à la police. À Paris en 1750, la police s'est mise à enlever des enfants. Alors, j'ai également lu à cette époque-là l'histoire de Damien, qui est un domestique qui avait planté la lame d'un petit couteau dans le dos de Louis XV, et il a été écartelé en place de Grève en 1757, alors que le roi n'avait pratiquement rien et que le roi avait dit « je lui pardonne, ne lui faites pas de mal ». Et il a été mis à mort dans des conditions d'atrocité qui dépassent l'entendement, c'est-à-dire que ça a été un déchaînement de sadisme et d'atrocité. Il ne trouvait pas de bourreau pour procéder. Ils ont été obligés des valets, ils ne trouvaient pas de fournisseurs de poids, de soufre et de tout ce qu'il fallait pour procéder, parce que personne ne voulait participer à cette horreur. Et les juges ont insisté, et Damien a mis plus de 2 heures à mourir, en hurlant de douleur, pendant que les juges n'en ont pas loupé une miette. J'ai dit, qu'est-ce qui a pu pousser ce garçon, il avait 42 ans, à s'en prendre au roi comme ça? Parce que personne ne pouvait ignorer, à cette époque, ce qu'on risquait en s'en prenant au roi. L'issue était inévitable. Qu'est-ce qui a pu pousser ce garçon à faire une chose pareille? Alors,
je lis, j'essaye de comprendre, parce que j'ai toujours lu de l'histoire. J'ai toujours lu de l'histoire, même avant d'être historienne, je lisais de l'histoire tout le temps. Et il y avait des gens qui disaient, il était fanatique. Bon, c'est bien, quand on est fanatique de quelque chose. Ben, il était fanatique pro-jésuite, non, il était pro-janséniste, c'est l'un ou c'est l'autre. Fanatique des deux à la fois. Fanatique, on est forcément fanatique. Et si on est fanatique et qu'on ne peut pas vous dire de quoi, on cache quelque chose. Et moi, mon petit doigt commençait à me dire, mais on avait quand même enlevé des enfants en 1750. Et en lisant le très égrillard auteur de Guy Breton, auteur des Histoires d'amour de l'histoire de France, j'apprends quoi? Que le roi Louis XV, il aimait bien les petites filles. Il aimait bien les petites filles. Et Guy Breton, il trouvait ça très, très amusant. Et moi, j'étais arrivé au stade où je ne trouvais pas ça drôle du tout. Du tout. Et je me suis demandé, mais est-ce que Damien, par hasard, aurait pu le savoir? Est-ce que sa fille aurait pu être enlevée pour servir au roi? C'est une intuition que j'ai eue et qui ne m'a pas quittée. Si, je voulais savoir s'il y avait un rapport entre ceci et cela, entre le fait que le roi couchait avec des petites filles et le fait qu'un homme de 42 ans, qui ne pouvait rien ignorer de ce qu'il encourait, ait attenté à sa vie. J'ai passé une journée entière à la Bibliothèque nationale qui m'a mis sur la piste. Oui, il y avait un rapport. La fille de Damien a été enlevée en 1750, en même temps que les autres enfants raflés par la police dans les rues. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? Je reprends mes études d'histoire. J'avais 51 ans. Alors, je vais vous poser une question. Vous savez ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, d'essentiel dans ma vie? J'ai repris mes études d'histoire, c'est ce jour-là. Et alors, je vais vous expliquer même chronologiquement comment ça s'est passé. Je revenais du village, la poste était passée, j'ouvre la boîte aux lettres et je trouve mon premier cours d'histoire et j'arrive triomphante à la maison en disant « Mes cours d'histoire sont arrivés » et c'est là que mon compagnon a dit « Il y a eu un attentat épouvantable à New York ». C'était le deuxième événement de la journée. Premier. Donc je me suis lancé dans l'étude du dossier Damien et j'ai trouvé bien sûr qu'il y avait un rapport entre ceci et cela. C'est une évidence, c'est une évidence. Alors je ne vais pas vous raconter ici l'énormité de ce que j'ai découvert, ni les faux en série que les juges ont fabriqués pour faire passer Damien pour insensé, ni la quantité de mensonges qu'ils ont répandus pour éloigner l'enquête qui a été menée immédiatement après son arrestation du pourvoyeur de chair fraîche pour le roi, qui était le propre frère de la Pompadour, maîtresse du roi, et le maître de Damien, qui était son domestique. Vous avez compris? Je ne vous fais pas un dessin. Ça fait quand même 250 ans, 300 ans, tout ça, ça s'est passé. Personne n'est jamais... Attendez, il faut que j'arrive. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas des chercheurs pour aller voir ça? Mais c'est disponible aux archives. C'est incroyable. Bref. Donc, Damien n'était pas fou. Ces juges le savaient pertinemment. Et les historiens ont menti. Les historiens ont menti. Alors, je vais vous donner un exemple. Les mensonges des historiens sur l'affaire Damien, c'est hallucinant. Je ne vous parle pas de mensonges de gars comme Voltaire, mais Voltaire n'était pas historien. Voltaire était menteur professionnel, propagandiste du futur nouvel mondial. Voltaire était propagandiste du libéralisme économique. Il était là, il servait à ça. Mais je vous parle notamment, alors, dans Les Bastille, paru en 1884, plus de 100 ans après. L'archiviste François Ravesson, c'est l'archiviste qui a mis en imprimé tout ce qu'il a réussi à récupérer des livres de la Bastille, qui ont été beaucoup éparpillés, mais enfin, il a fait un travail magnifique de classement et de publication. Il publie à propos de l'affaire, je cite, « On a observé que le roi a renvoyé 2 jeunes filles que Lebel lui gardait et qu'on appelle le petit ménage. Lebel, c'était le valet de... Et le valet de Louis, c'était lui qui arrangeait les affaires sexuelles du roi. » Donc, François Ravesson publie, alors que quelqu'un écrit, hein, François Ravesson, il n'est que le collecteur des archives. Donc, un abbé écrit, on a observé que le roi a renvoyé 2 jeunes filles que Lebel lui gardait, qu'on appelle le petit ménage. Figurez-vous qu'en allant aux archives moi-même, j'ai retrouvé le billet en question, l'original. J'ai retrouvé l'original manuscrit. Et vous savez ce qu'il y a écrit? On observe que le roi a renvoyé les 2 petites filles que Lebel lui gardait. Pourquoi un archiviste se permet-il, plus de 100 ans après les faits, de transformer jeune fille en petite fille? Qu'est-ce qui protège? Qu'est-ce qui protège l'archiviste? En 1884, c'est déjà la République, non? À quoi il joue? Qu'est-ce qu'on couvre? Il ne couvre pas la roi, là. Il ne couvre pas le roi. Il couvre des pratiques qui n'ont jamais cessé.
La référence aux mœurs pédophiles de Louis XV que son entourage fournissait en tendron a été gommée et les petites filles sont devenues des jeunes filles. Et alors je vais vous dire ici quelque chose qu'il faut absolument que vous sachiez parce que tout le monde croit l'inverse. La maturité des jeunes filles sous l'Ancien Régime était beaucoup plus tardive qu'aujourd'hui. Les filles avaient leurs règles à 15-16 ans. Et ça, on le sait. Hein. Il y a des recherches qui ont été faites, c'est incontestable. Alors une fille de 14 ans, c'est l'équivalent d'une fille de 10 ans aujourd'hui. Le plus gros de mes découvertes, en recherchant la fille de Damien dans les archives de l'hôpital général. L'hôpital général, c'était l'institution de renfermement des pauvres où j'ai appris que certains des enfants raflés dans les rues en 1750 avaient été envoyés. Donc j'ai dit, si la fille de Damien a été mise à l'hôpital général, je vais aux archives, je prends les registres de l'hôpital général et entre telle date et telle date, je commence à chercher s'il y a la fille de Damien. Puisque tous les gens qui entrent à l'hôpital général, c'est nom, prénom, date, nom des parents, donneur d'ordre de l'entrée, etc., entrée-sortie. C'est un registre absolument extraordinaire, une tenue exemplaire. Et je dis, je vais chercher la fille de Damien. Puis à force de chercher je me dis, mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? En fait, je comprends, en cherchant la fille de Damien, je trouve autre chose. Que l'institution qui est tenue de main de fer par les juges, qui interdisent à quiconque de venir y voir, engloutissent des milliers et des milliers d'enfants qui entrent pour trouver assistance, même quand ils ont encore des parents, et qui ressortent pour l'inconnu. En essorant sur 10 ans, jour après jour, les registres de l'hôpital général, où des enfants entraient simplement parce que leurs parents étaient pauvres, et pas du tout parce qu'ils étaient orphelins. Ils étaient séparés de leurs parents, vous étiez pauvres, vous étiez obligés de vous laisser enfermer et on vous retirait vos enfants. Donc les mères, les hommes étaient à Bicêtre, les femmes étaient à la Salpêtrière et les petites filles étaient également à la Salpêtrière dans d'autres dortoirs que ceux de leur mère. On séparait les parents des enfants et sortaient de l'hôpital par dizaines par mois, par centaines par an et par milliers à la longue. J'ai dressé la liste de plus de 2000 petits-enfants qui entraient à l'hôpital général pour y trouver secours et assistance, en ressortaient pour l'inconnu. Et l'inconnu ne pouvait pas être une autre institution parce que l'hôpital général avait tout absorbé. C'est-à-dire que j'ai mis à jour l'existence d'un gigantesque trafic d'enfants pauvres dans une institution concentrationnaire située dans le quartier des petites maisons qu'on appelait autrefois des folies, là où le siècle du libertinage a pris son nom. C'est-à-dire que ces petits-enfants sortaient dans un quartier un petit peu excentré de Paris qui avait la réputation d'organiser des parties fines dans des maisons où le libertinage avait droit de cité. Vous voulez que je vous fasse un dessin? Vous avez une autre explication à la disparition de ces enfants? J'en ai pas trouvé. La nature pédocriminelle de l'hôpital général ne fait pas de doute. Et qui étaient les directeurs de l'hôpital général? C'étaient les ennemis les plus acharnés de l'autorité royale et de l'autorité ecclésiastique. Tout l'anticléricalisme des Lumières s'est fondé sur les mensonges et les manipulations de ces juges. Là, le voile s'est déchiré. J'ai commencé à comprendre ce que c'était que l'Ancien Régime. Et à la Révolution, on s'est arrangé pour que rien ne change. L'hôpital général est devenu l'assistance publique qui est aujourd'hui l'ASE. Les mêmes, mon colonel. Personne n'a jamais dénoncé ce qui s'y passait. Si rien n'a été dénoncé, à quel titre cela aurait-il changé? À quel moment et dans quel but? Eh bien, plus rien ne sera jamais comme avant pour moi. C'est la troisième bascule de mon existence. L'hostilité du système à mes recherches est générale. J'écris un livre et je trouve un éditeur en claquant des doigts à chaque fois et personne n'est là pour me relayer une fois que le livre est fait. Ça se reproduit avec une régularité d'horloge. J'écris un livre, je trouve un éditeur, enthousiaste, paf, dès que le livre sort, on l'enterre. Aucune recension. Écoutez, j'ai eu des rendez-vous à la télévision annulés à la dernière minute. Des recensions. J'ai un livre, Rue Serrand, il est là maintenant, parce que Soral l'a republié. C'est le résultat de mon passage chez Égalité et Réconciliation. C'est que tous ces livres qui ont été... ils sont finalement ressortis et on les trouve maintenant. Mon livre sur les Russes Rue Serrand a été annoncé dans Livre Hebdo. Et le jour de la sortie, il n'est paru nulle part et mon éditeur ne m'a même pas prévenu.
il a été pilonné jusqu'au dernier, entre le moment où il a été annoncé et le moment où il devait sortir, sans qu'on me prévienne. J'ai appelé mon père, j'étais en larmes, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je t'aime bien, mais j'ai une femme et des enfants. Et il a raccroché. Donc, je croyais qu'il m'était interdit de parler d'Israël et des Palestiniens. Ben, c'est pas que ça. Il m'est interdit de parler tout court. Vous voyez, c'est pas très efficace. Vous regardez le nombre que vous êtes, on peut dire en gros qu'ils n'ont pas réussi. À l'université, où j'ai décidé de reprendre mes études, après un démarrage, enfin, le prof s'est retourné contre moi et m'a fait délibérément rater mon examen. Vous savez comment on fait pour faire rater un examen étudiant? On ne lui explique pas, quand il a un mémoire à présenter, on ne lui explique pas comment il doit le présenter. À qui revient d'expliquer à un étudiant comment présenter son mémoire? À son directeur. Et quand le directeur ne vous dit rien, vous arrivez le jour de la soutenance en disant c'est pas comme ça qu'on le présente. Et j'ai dit mais comment je le sais moi? Alors elle n'était pas toute seule, elles étaient deux. J'ai dit c'est une question de présentation. Je repique. Et elle m'a fait rater mon truc fin septembre. Elle s'est arrangée pour que je ne présente pas en juin. Elle m'a fait fin septembre de telle sorte que je ne puisse pas rectifier le tir. C'est-à-dire qu'elle a délibérément organisé ma chute. Il me restait 2 jours pour me réinscrire. Je suis restée sur Paris, je me suis réinscrite. Puis après, j'ai pris un prof de méthodologie, je m'entends vous dire, j'ai une mention très bien à mon DE, là. Vous vous rendez compte? Elle m'a délibérément fait échouer. Alors, la presse ne relayera pas plus mon travail historique que mes témoignages sur Israël, donc je n'ai absolument aucune solution, à part de continuer, de m'acharner en disant de toute façon j'ai raison, je sais que j'ai raison, je continue. En 2011, je prends contact avec un certain Alain Soral, que j'ai vu sur Internet, disant « Moi je tends la main à tous ceux que le système muselle. » Moi monsieur, je le rencontre, ça colle instantanément, il me dit « Je vous donne une tribune » et boum, je lui envoie des textes. Alors tous les textes qui m'avaient été censurés à la fac, je les ai remis en forme et puis après c'est devenu des bouquins, enfin tout ce que j'avais fait et qu'on prétendait m'interdire de publier, donc ça a donné un livre, 2 livres, 3 livres. Et tout ce que j'ai découvert sur l'imposture des Lumières a enfin trouvé une tribune. Alors tout y est passé, l'encyclopédie, Voltaire, l'opposition à la royauté, l'autre face de la Révolution, tout y est passé. Tout y est passé. À partir du moment où j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait, je tire sur la ficelle et puis tout dégringole, mais tout est dégringolé. En plus, j'avais accès, comme j'avais quand même un DEA, donc de la recherche, j'ai appris le métier, c'est un métier, c'est une discipline. L'histoire, c'est pas une science, c'est une discipline. Quand vous avez appris la discipline, vous l'appliquez et puis ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est pas qu'un état d'esprit, l'histoire, c'est des techniques, c'est une façon de faire, c'est une façon d'accéder aux sources, de les comparer, etc. Donc, toutes mes découvertes, y compris mes découvertes sur l'Église, trouvaient un écho sur le site. Donc, pardon. Alors, étonnamment, alors je vais vous faire un témoignage là, qui va peut-être vous intéresser, alors que je ne faisais que parler d'histoire. Je n'ai jamais fait état de mes convictions religieuses dans mes conférences, je ne parlais que d'histoire. Chaque fois que je parlais d'histoire, des gens venaient me voir à la fin de mes conférences pour me dire qu'ils étaient en train de se faire baptiser ou de se faire confirmer ou de passer leur communion. C'est-à-dire que mes interventions sur la vérité sur les mensonges concernant l'Église poussaient des gens à revenir à la religion. Mais moi, j'en ai fait autant. C'est-à-dire que quand j'ai compris que tout ce qui m'avait fait rejeter la religion de mes pères, la religion de ma jeunesse, la religion de mon grand-père, la religion de mes aïeux, c'était une série de mensonges, tout simplement j'y suis retourné. Je suis retourné à la messe, j'ai revu tous mes jugements. Mais ça a été la bascule à l'envers. Mais la bascule à l'envers avec des arguments, avec des faits, avec des références. Mais je devenais de plus en plus forte, de plus en plus sereine, de plus en plus heureuse d'être moi. Et d'avoir fait tout ce cheminement. Alors, d'autant que je ne pouvais pas me... Alors, les gens me reconnaissaient, c'est rigolo. Je prenais le train, le contrôleur m'enlevait la skate, il me dit, je peux avoir une dédicace et tout. Mais c'était fou. J'ai vécu des trucs. Je recevais des rafales de lettres d'amour et de bisous. Vous ne pouvez pas vous imaginer. D'ailleurs, ça continue. Hein. Ça continue. Hein. Bon, j'en ai déjà reçu beaucoup et il y en a un petit peu moins à la fois, mais je continue.
Donc, brusquement, je me suis rendu compte que j'étais du tout à gauche. Alors, plus du tout. Alors, est-ce que je suis passé à droite? Ben non, je suis pas assez bête quand même. Attendez, je vais pas prendre l'imbécilité pour le revers de l'imbécilité pour l'intelligence. Hein. Le revers de l'imbécilité, c'est juste l'imbécilité vu de l'autre côté. Hein. C'est pas... Donc, j'ai sillonné la France et la francophonie pour raconter mes découvertes à un public ébahi et chaleureux qui m'envoyait des tonnes d'amour. Mais alors, la francophonie, c'est-à-dire que je suis venu en Belgique, je suis allé en Suisse, je suis allé au Québec, sur les ailes d'un ange. Et alors, 2012, il s'est passé quelque chose de très très violent pour moi. Je regardais sur le site Égalité Réconciliation un film sur Alfred Kinsey, l'inventeur, le fameux inventeur de la révolution sexuelle. Et c'est un film qui dénonçait les méthodes Kinsey. Et quand j'ai vu ce film, écoutez, j'ai une amie qui est témoin de ça, j'ai manqué m'évanouir. C'est-à-dire que j'étais assise et j'ai roulé par terre. J'ai roulé par terre en geignant, en étouffant, en essayant de hurler, et je n'arrivais. Mais j'ai eu une véritable crise de nerfs d'avoir vu le film. Je me suis mise à trembler, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, je venais de comprendre l'imposture de la révolution sexuelle et toute ma vie a défilé en quelques secondes. J'ai compris toutes les conneries que j'avais faites, toutes les erreurs, Mais ça a été vertigineux. Et dans ce film, alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la révolution sexuelle a été une imposture inventée par la CIA et par la banque pour dominer le monde, et que Kinsey était un criminel, un prédateur, un menteur, un violeur et un sataniste qui correspondait avec Aleister Crowley. C'est-à-dire que le père de la révolution sexuelle était une horreur. Et en voyant ce film, j'ai vu toute ma vie défiler en disant j'ai été l'objet de ces gens-là. J'ai été la victime de ces gens-là. J'ai foutu ma jeunesse en l'air à cause de ces gens-là. Voilà, il y avait mon drame familial à moi, mais bon, c'est l'un par-dessus l'autre. En fait, j'ai compris que j'avais basculé dans un système qui voulait ma mort. Et que tout ce que j'ai découvert sur le réseau d'Ancien Régime se perpétue aujourd'hui, mais à l'échelle mondiale. À l'heure actuelle, les pires des pervers sont aux commandes du monde. Ils sont aux commandes. Et là, maintenant, il faut dénoncer l'imposture. Parce que c'est une imposture. Il y a une vérité simple derrière tout ça. Kinsey était un imposteur. Et dans le film, qu'est-ce que j'ai découvert? Une toute petite femme, alors je dis petite parce que vraiment de taille elle était toute petite, Judith Reisman, et on la voit sur un plateau de télévision qui brandit le poing comme ça en direction des qui leur dit, et vous savez ce qu'il m'a dit, quand j'ai demandé à un des collaborateurs de Kinsey comment avez-vous pu déterminer que les enfants sont sexuels dès la naissance? Réponse, on les a stimulés de façon orale et manuelle. Le rapport Kinsey sur la sexualité des enfants s'est fait par le viol de centaines d'enfants dont les évanouissements, les convulsions et les hurlements de terreur ont été qualifiés de orgasme. Et toute la révolution sexuelle s'est faite sur cette horreur. Kinsey a élaboré ses statistiques sur l'homosexualité à partir de populations qu'il a rencontrées dans les prisons. Est-ce que vous pouvez me raconter la vie sexuelle d'un prisonnier qui ne soit pas homosexuel? Racontez-moi. Je ne sais pas comment vous faites. Alors lui, il a mélangé la statistique de gens qui est allé voir dans les prisons avec quelques statistiques de gens qu'il a ramassés dans la rue et il a dit tant de pourcents d'hommes sont absolument homosexuels, tant de pourcents sont juste un petit peu, tant de pourcents sont à peine et tant de pourcents sont purement hétérosexuels. Menteur. Lui-même était homosexuel. Marié, hein, il avait une belle couverture, mais il était à la fois homosexuel, il était, excusez-moi de la crudité de mes propos, masturbateur compulsif, et il en est mort. Il s'est tellement tiré sur les trucs qu'il a fini par... Vous savez comment il faisait? Il s'enroulait une corde, il montait avec une poulie, il montait sur une chaise et il sautait de la chaise. Alors au bout d'un moment, il a développé des saloperies qui voulaient plus cicatriser, puis il en est mort. Alors on raconte qu'il est mort d'une pneumonie. Je vous assure qu'il n'avait pas un poumon là. Attends, je ne suis pas médecin, mais je crois qu'il n'y avait pas de poumon là. Donc,
Pour parler de la fidélité des femmes dans ses rapports, il a mélangé des statistiques de ménagères avec des statistiques de prostituées. La fidélité de la prostituée, je ne sais pas si vous voyez le truc. En fait, toute la révolution sexuelle, c'est un crime qui se perpétue sur des mensonges. Et toutes les politiques d'éducation sexuelle au monde se réfèrent aux travaux frauduleux, prétendument scientifiques, d'un grand criminel. Et toutes les études que Kinsey a faites sur la sexualité des enfants, quand il dit les enfants sont sexuels de la naissance, vous prenez les programmes d'éducation à la sexualité maintenant, de l'OMS, de l'UNESCO, de l'Europe, de la France, de la Belgique, de tout ce que vous voulez, vous prenez n'importe quel programme, tous se réfèrent à Kinsey qui dit les enfants sont sexuels de la naissance. Et comment il le sait? Parce que quand il les viole, les enfants hurlent, donc ils jouissent. Vous voyez à quoi? Attendez, vous réalisez l'horreur. Et c'est Judith Reisman qui a découvert tout ça. Et on l'a fait taire. On l'a fait taire. Elle n'a jamais baissé, elle n'a jamais renoncé. C'était une femme absolument extraordinaire. Et quand j'ai vu ce film, j'ai dit, il faut que je la rencontre. Moi, je vois le film, alors je roule par terre, je pousse des hurlements, je me ressaisis. Alors j'étais avec une copine, il m'a dit, dis donc, elle était impressionnée. C'est ma vie qui vient de redéfiler. C'est ma vie qui vient de défiler devant mes yeux. Et j'ai dit maintenant, cette Judith, il faut que je la trouve. Bah, vous savez, il y a un truc qui est très sympa, je vous explique, ça s'appelle Internet. Vous avez quelqu'un qui dit un truc sur Internet, vous dites, elle doit avoir un site, je trouve un site, contact, j'écris contact, bonjour, je m'appelle Marion Sigaud, elle répond, et paf, et puis c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Alors elle me connaissait pas. Elle s'est renseignée un petit peu, elle a dit Marion Sigaud, machin, réconciliation, antisémite et tout. Alors elle n'a pas l'air antisémite quand même, parce qu'apparemment elle a vécu en Israël. Alors quelqu'un qui lui a dit. Alors elle était rigolote parce qu'elle m'a montré les arguments des gens qui lui disaient si, tu peux la rencontrer. Il dit du moment qu'elle dit quelque chose d'intéressant, dire qu'elle est antisémite, c'est juste pour la faire taire, donc c'est pas un argument. Alors elle a dit bon, bah d'accord. Donc en fait, elle était invitée à Zagreb, par l'archevêché de Zagreb, excusez du peu, parce que elle, la juive américaine, qui avait découvert l'horreur de la sexualisation des enfants, elle avait signalé que les programmes d'éducation sexuelle à l'école étaient complètement pervers et des parents croates avaient dit attendez, on ne va pas laisser faire ça. Donc ils ont prévenu les autorités ecclésiastiques de Zagreb qui ont dit mais attendez, il faut absolument faire connaître cette dame, et ils l'ont invitée et elle a été reçue par l'archevêque de... L'évêque ou l'archevêque, je crois que ça doit être un archevêché à Zagreb. Et elle y est allée 2 fois, et la deuxième fois, on lui a fait vraiment un pont d'or, quoi. Elle a été mise à l'honneur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils ont organisé devant un sanctuaire dans les rues de Zagreb un chapelet qu'elle a récité avec eux. Et ce chapelet, c'était en son honneur, c'est-à-dire qu'ils ont prié la Sainte Vierge qu'elle protège son combat. Et je l'ai vu, bon, on était déjà ensemble depuis quelques jours, ça a été la rencontre du siècle, on s'est tombé dans les bras, je ne vous dis pas, c'était extraordinaire. Et à l'issue de ce chapelet, alors elle a été filmée, on la voit, elle est absolument extatique, elle a les yeux à moitié fermés. Et tout. Et elle le récite, et elle récitait le Je vous salue Marie. Et on lui dit, mais comment tu connais? Elle dit, attends, au bout de 50 fois, vous le répétez. Elle avait une mémoire d'éléphant, elle a récité le rosaire avec les autres, avec nous. Et alors moi je le récitais en français parce que je ne connais pas le croate, mais c'est le même, c'est le même. Et elle m'a dit, c'est le plus grand moment de mon existence. Et je crois qu'elle a été convertie à ce moment-là. Je pense qu'elle a été... c'était extraordinaire. Bon, c'est le début d'une amitié. C'est une perle. Judith Reisman était une perle. Donc, je l'ai retrouvée en France. Elle m'a envoyé le texte d'un de ses bouquins qu'elle considérait comme le plus important. Il est là, sur cette table. Et elle m'a demandé d'essayer de le traduire. J'en ai parlé à Soral qui m'a dit qu'il n'avait pas le premier sou pour faire traduire ça. J'ai trouvé un traducteur bénévole qui est venu me voir, qui m'a dit moi, Madame Sigaud, je veux traduire le texte de votre ami. Je suis traducteur professionnel. Je ne vous demanderai pas un sou. Je veux le faire pour la cause. Il y a des gens comme ça, un bouquin épais comme ça. Et c'est une vraie traduction professionnelle, c'est pas un truc, une vraie traduction professionnelle. Donc le livre est sorti, Judith est venue en France. Elle a fait une tournée
de conférences, elle a fait un certain nombre de vidéos. Alors j'ai fait des vidéos avec elle, ça a été des moments extraordinaires. Et ensuite, alors elle a donné des conférences et des interviews dans le réseau d'égalité et réconciliation. Une autre maison d'édition, les éditions de Saint-Rémy, a publié un autre livre d'elle, alors d'une traduction à laquelle je n'ai pas participé, mais j'ai quand même préfacé également ce livre-là. J'ai préfacé le premier livre, j'ai préfacé le second. Et les éditions de Saint-Rémy ont publié La subversion sexuelle, ou comment un savant fou a bouleversé l'Amérique. Un deuxième. Il faut savoir que les livres de Judith sont à la fois essentiels, mais extrêmement éprouvants. Mais tout est sourcé, c'est du vrai travail de chercheur. Judith, elle est devenue docteur en communication. Elle a fait un doctorat. Elle a repris ses études sur le tard. C'est un truc comme ça. Nous, les bonnes femmes, on s'y met tard, mais on y arrive quand même. Et elle a fait véritablement un travail de recherche absolument étonnant. Et comme aucune autorité aux États-Unis ne voulait relayer son travail, elle est obligée de passer par l'édition et l'édition de la dissidence, c'est-à-dire des éditions qu'on se passe, je ne peux pas dire vraiment sous le manteau, mais sans les grands réseaux de distribution, quoi. Mais elle a quand même été traduite en croate, en polonais, j'imagine en russe. Enfin voilà, c'est en tout cas en français, ça c'est certain. Donc, elle était lancée en France. Excusez-moi, mais il a fallu attendre 2017 pour que Judith Reisman soit disponible en français, alors qu'elle écrit depuis les années 80, il ne faut quand même pas exagérer. Il n'y a pas d'éditeurs universitaires en France qui sont capables de s'intéresser à ce que raconte une Américaine. C'est invraisemblable, quoi. C'est invraisemblable. Comment se fait-il? Et en Belgique non plus, il n'y a personne qui a bien dû parler d'elle. Non, mais pas rigoler. C'est moi avec mes petits bras qui ai tout découvert. Bon, attendez. Il y a vraiment, elle m'a expliqué, hein, c'est vraiment des choses qu'il faut savoir, c'est que elle a été ébahie de voir la trahison des intellectuels par rapport à la cause de la sexualisation à outrance. Parce que Judith ne défendait pas que les enfants. Son combat, c'était pas les enfants, c'était les victimes de la sexualisation à outrance, et notamment les femmes. Clairement, notamment les femmes. Elle dit la protection des femmes s'est effondrée. Maintenant, les femmes sont victimes de viol, il va falloir qu'elles prouvent qu'elles n'étaient pas d'accord. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Donc, alors je vais vous raconter une ou deux anecdotes sympas. Le soir de l'élection de Donald Trump, je vais me coucher en me disant c'est pas possible, c'est pas cette sorcière qui va passer, je veux pas le croire. J'arrive pas, je pouvais pas écouter. Alors je branche Internet, je dis non, je veux pas, je peux pas voir ça. Je peux. Puis alors à un moment donné, je dis non, attends quand même, je vais regarder. Puis je me dis mais c'est marrant, on dirait que c'est Trump qui passe. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Alors qu'est-ce que je fais? J'appelle Judith. Je lui dis Judith, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit on a gagné. On a commencé à chanter, à faire les connes et tout. Mais ça a été un tremblement de terre, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors on chantait à bas la sorcière. Alors, je lui dis, écoute, on va se retrouver à Montréal, il y a une association de parents catholiques, est-ce que tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord, on s'est retrouvé à Montréal, donc c'est la troisième fois. Vous savez, quand vous avez passé 8 jours à Zagreb, ensuite 15 jours en France, notamment chez moi, puis ensuite 10 jours à Montréal, vous rentrez un peu dans l'intimité de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? D'autant que nos relations épistolaires, enfin, étaient non-stop, sans arrêt. Donc on est vraiment devenus amis, quoi. Amis. C'est une personne qui a vraiment compté dans ma vie. Et quand on était à Montréal, c'était le centenaire de Fatima. Elle est venue à la messe avec nous. Hein. Et je l'ai vue bénir la table à chaque repas. Toujours. Alors qu'elle m'a expliqué que la religion, enfin, dans sa famille, c'était l'opium du peuple, qu'on n'avait pas besoin de tout ça, que quand elle chantait la Marseillaise, c'était en pensant que Robespierre était un grand bonhomme. Enfin bon, elle a basculé elle aussi, quoi. Hein. Elle a basculé. En France, j'ai enchaîné conférence sur conférence partout où c'était possible pour dénoncer le sexe à l'école, les mensonges de Kinsey, la démoralisation de la société, l'implication des États, notamment la France, dans l'imposture Kinsey. En 2017, toujours en relation permanente avec Judith, j'ai publié Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille, qui est un petit livre qui analyse la déclaration des droits sexuels de 2008. En 2008, les Nations Unies ont publié un texte du planning familial, Planned Parenthood, qui s'appelle la Déclaration des droits sexuels, qui est une abomination. Les droits sexuels, c'est vous avez le droit. Vous avez envie, vous avez le droit. T'avais envie, t'avais le droit. Dans le respect de l'autre, sans le forcer. Ben oui, sauf que le respect de l'autre, c'est quoi?
C'est quoi? Je veux dire, si je suis centré sur ma pulsion, c'est quoi le respect de l'autre? Ça n'a absolument aucun sens. Donc, la Déclaration des droits sexuels de 2008, c'est tiré tout droit des mensonges de Kinsey, et ça promeut le sexe pour tous, sans morale, sans religion, sans aucune limite, avec l'appui de l'ONU, de l'OMS, de l'Europe, de l'UNESCO et de l'UNICEF. Il faut lutter contre l'influence délétère de la morale et des religions qui empêchent l'application des droits sexuels. Et les droits sexuels sont applicables à tous, sans distinction de sexe, de race, de religion, de genre ou d'âge. Tout le monde a des droits sexuels, tout le monde a le droit de jouir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le rapport qu'il y a entre le droit et la jouissance? C'est une horreur. C'est une horreur, c'est un renversement. On y trouve, dans cette fameuse déclaration des droits sexuels, la promotion de l'homosexualité, la promotion du mariage pour tous, la promotion du droit à l'adoption. Vous savez ce que c'est que le droit à l'adoption? C'est un droit sur les enfants des autres. Si vous avez le droit d'adopter, vous avez le droit sur les enfants des autres. Sinon, ce n'est pas un droit. On y trouve la promotion du consentement des enfants. Vous savez comment un enfant peut être consentant? Eh bien, il suffit qu'il soit informé. Donc, on va le gaver d'informations sexuelles dès le plus jeune âge. Et ensuite, quand un gros dégueulasse va lui proposer la botte, s'il n'a pas dit non, c'est qu'il était d'accord, puisqu'il était prévenu. Vous vous rendez compte? Vous savez ce que ça veut dire, ça? Vous savez ce que ça veut dire, ça? On fait la promotion de la prostitution. Ah non, je retire ce que j'ai dit. Des relations sexuelles transactionnelles. C'est joli, hein? Ma fille, tu fais la pute? Pas du tout, je paye mes études par des relations sexuelles transactionnelles. Attendez. Oh. Et puis, papa, tu ne me parles pas sur ce ton, hein? C'est mes droits sexuels, hein? S'il te plaît. Et alors, on promeut, bien évidemment, la masturbation qu'on va apprendre aux enfants dès le plus jeune âge. Dans toutes les déclarations de l'OMS, de l'UNESCO, etc., on apprend aux enfants entre 0 à 5 ans le plaisir de se toucher tout seul, etc., etc., etc. Mais c'est marqué noir sur blanc. C'est noir sur blanc. Dans mon petit livre sur les droits sexuels, je donne toutes les références. Et vous savez ce qu'on promeut? L'avortement, l'avortement, l'avortement et l'avortement. L'avortement, c'est important. Vous savez ce que c'est devenu, l'avortement en France? Une priorité nationale. Priorité nationale. Avant, priorité nationale, c'était de faire des enfants. Maintenant, c'est de les avorter. C'est d'avorter les femmes. Et il est dit partout dans cette déclaration que le sexe doit être séparé de la reproduction et la reproduction du sexe. On va faire des enfants dans des couveuses. On va avorter toutes les femmes qui sont enceintes. Et on va apprendre aux gens à se masturber de toutes les manières possibles. Mais c'est le programme de l'Organisation mondiale de la santé, c'est le programme de l'ONU, c'est le programme de Kinsey. C'est absolument partout. Vous savez ce que c'est que le sexe? On a un sexe pour jouer avec. Si? On a un sexe pour jouer avec. La preuve, c'est qu'on y trouve du plaisir. C'est donc que c'est bien. C'est un critère, non? Et tout le monde y a droit. C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est la morale universelle de toutes les civilisations qui est complètement renversée, foulée aux pieds, par des gens qui se disent scientifiques et qui ont tous les médias avec eux. Tous les médias avec eux. Judith m'a envoyé son dernier travail, qui est une centaine de pages, qui est une analyse profonde sur l'implication de la CIA et de la puissance de Rockefeller et des grandes agences de l'ONU dans la sexualisation des enfants et la promotion de toutes les perversions. J'ai fait traduire ce texte, je l'ai mis en ligne. Nous sommes en relation épistolaire permanente, nous sommes amis à la vie, à la mort. Et le 9 avril 2021, elle s'éteint sur sa table de travail. Elle meurt, je ne sais pas de quoi. Elle est morte comme ça. Elle venait de raccrocher, elle était en train de préparer un nouveau travail. Elle est morte. C'est comme ça. Elle était âgée de 84 ans. Elle militait depuis l'âge de 34 ans. 50 ans de combat sans relâche contre une pieuvre monstrueuse dont elle n'a jamais cessé de dénoncer les ramifications diaboliques.
Aujourd'hui, la situation est dramatique partout dans le monde. Au nom des diaboliques droits de l'enfant, savez-vous que les droits de l'enfant, c'est une notion diabolique? On retire de plus en plus d'enfants à leur famille pour les placer hors d'atteinte d'enfants, de parents désespérés. Vous êtes pauvre, madame. Votre enfant a le droit d'avoir du confort. Vous ne pouvez pas lui donner, on vous le retire, on va le mettre ailleurs. Parce que ne pensez pas que les services sociaux qui ont de l'argent à donner à des familles d'accueil pourraient donner le même argent à la mère. Non, 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 attendez. Hein? Ça serait trop simple. Ça serait trop simple. Il y a en France des centaines de milliers, maintenant, des centaines de milliers d'enfants enlevés à leurs parents. C'est épidémique. C'est une monstruosité. Et les parents en question commencent à s'organiser. La colère gronde. L'organisation est en train de se faire. Ça va péter. On a aboli l'autorité parentale. Vous avez des enfants maintenant qui intentent des procès à leurs parents, qui leur ont donné une claque ou menacé de leur en donner ou qui leur ont empêché de ceci ou de cela. Au nom des droits de l'enfant, vous avez des juges qui les entendent. Vous pouvez être traîné au tribunal par votre gosse de 9 ans parce que vous lui avez fiché une claque et qu'il estime qu'il a bien le droit de ne pas en recevoir. Vous savez que la France a interdit la fessée. Comment voulez-vous interdire la fessée sans mettre un flic dans chaque foyer? Ou sans mettre les enfants à l'école en situation de raconter ce qui se passe à la maison et ensuite d'envoyer des travailleurs sociaux qui vont les saisir. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe en Allemagne. C'est comme ça que ça se passe en Angleterre. C'est comme ça que ça se passe dans les pays du Nord. Et c'est comme ça que ça se passe maintenant en France. Là, c'est plus le danger. Maintenant, c'est l'horreur. C'est en cours, là. C'est en ce moment. C'est en ce moment. Les enfants appartiennent à l'État. Vous savez à qui ils appartiennent, les enfants, en fait? À personne. Par contre, leurs parents ont l'autorité sur eux et ils ont le droit de les élever. Alors, quelqu'un m'a dit un jour, les parents n'ont pas de droit, ils ont que des devoirs. Je lui ai dit, écoutez, madame, je vais vous expliquer un truc. Vous avez le devoir vis-à-vis de votre fille de lui accorder le confort auquel elle a droit, l'éducation à laquelle elle a droit et la satisfaction de tous ses besoins. Ça, c'est votre devoir. Vous n'y arrivez pas, ben on va vous l'enlever. Et si vous n'avez pas de droit, vous ne pouvez pas résister à ça. Alors, les parents n'ont pas que des devoirs, ils ont également des droits. On fait du changement de sexe. Alors, le changement de sexe, ça fait partie des imbécilités de Kinsey, ça fait partie des trucs les plus délirants. On veut faire croire aux gens, mais c'est ce que je vous disais quand j'ai basculé, je suis devenu la mesure de toute chose, c'est-à-dire c'est ce que je ressens qui est important. Je me ressens femme alors que je suis homme, je me ressens homme si je suis femme, j'ai bien le droit. Mais maintenant, on donne ce droit aux enfants, derrière le dos des parents. Et on va pousser des enfants à suivre des traitements hormonaux violents derrière le dos des parents qui n'ont plus aucune autorité. Le droit de l'enfant, c'est le droit de l'enfant de dire qu'il veut changer de sexe. Personne au monde n'a jamais changé de sexe, jamais, 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 mais on fait croire le contraire à des gogos. Et des enfants qui reviennent à la maison en disant, j'ai rencontré un père qui m'a dit, ma fille est arrivée là en disant, papa, je veux être un garçon. Et il l'a prise sur ses genoux et dit, mon corps m'appartient, elle ne me touche pas. Mais on leur fait aux gosses dans les écoles. On leur apprend plus à lire, à écrire, à compter. On les dresse contre leurs parents. On les excite dans des pulsions qu'on leur provoque. On n'a pas le droit d'exciter un enfant. On n'a pas le droit d'exciter un enfant. Ni sexuellement, ni ailleurs, ni de quoi que ce soit d'autre. Quelqu'un qui s'amuse à exciter un enfant, c'est un criminel. Un enfant, ça se calme. Un enfant, ça s'encadre, ça se rassure. Et eux, ils les excitent. Et ils les dressent contre leurs parents. Et on a rendu en France l'école obligatoire à partir de 3 ans. Ces gens-là sont des fous. Le ministre actuel de l'Éducation nationale en France a dit que l'éducation à la sexualité est une priorité. Alors ils le disent tous les ans. S'ils le répètent tous les ans, c'est parce que ça ne marche pas. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a quand même un peu de résistance qui se fait. Alors ils le répètent comme une scie. L'éducation à la sexualité, c'est une priorité, c'est une priorité, c'est une priorité. Mais si un jour les parents débarquent dans ces cours, il va y avoir des morts. Il faut arrêter avec ça. L'enfance, c'est sacré. Ouf, excusez-moi. Une pseudo-dénonciation des crimes du patriarcat. C'est le dernier truc. Le patriarcat, c'est la faute du patriarcat. Dévirilise les hommes et transforme les femmes en virago.
fait pas bon être un homme aujourd'hui. Rassurez-vous, messieurs, il y a encore des vraies femmes, ne vous inquiétez pas. On assomme les tout-petits de sexe explicite sous toutes ses formes et on leur présente, alors excusez-moi, je vais encore être cru, mais si vous voulez, je parle d'un sujet scabreux, donc je vais être obligé d'être scabreux, on leur présente l'anus comme un organe sexuel. Alors ça, je l'ai vu. Je l'ai vu au Québec, en double page quadrichromie, avec des dessins extrêmement explicites, organe sexuel masculin, organe sexuel féminin, l'anus est au milieu. C'est un organe sexuel, c'est bien connu. Attendez. Et on parle de gosses en primaire. On promeut la notion de santé sexuelle. La santé sexuelle, c'est ce qui permet à l'Organisation mondiale de la santé de s'en mêler. Parce que dès que vous avez une notion de santé sexuelle, vous donnez à l'Organisation mondiale de la santé le droit de se prononcer sur les programmes d'éducation à la sexualité dans les écoles. Et vous savez le pouvoir insensé qu'a cette organisation criminelle. Alors on ne dit plus éducation sexuelle, mais à la sexualité, je pense que c'est suffisamment explicite, et on l'impose à partir de 3 ans, hors du regard des parents. Donc c'est-à-dire que le sexe n'est pas définitivement le mode de reproduction des humains, mais le moyen de se faire plaisir. On a un sexe pour se faire plaisir. On a un sexe pour jouer avec et tout le monde a le droit de jouer. Résultat, les petits, réputés informés par le harcèlement dont ils font l'objet, sont considérés consentants à des relations avec des adultes. Le viol collectif a fait son apparition récurrente dans les cours d'école maternelle. Une petite fille de 4 ans a été victime de 2 tournantes, je dis 2 tournantes, par des bambins de son âge dans la cour de son école. Michel Créoff, vice-présidente du Conseil national de la protection de l'enfance, a dit « Ce type d'acte n'est pas fréquent, mais pas exceptionnel non plus. On est à l'âge des premiers émois, à un stade de développement où la curiosité émerge notamment au niveau sensoriel et sexuel. » Ah bon ? Mais attendez, de mon temps, on ne se faisait pas violer dans la cour de l'école. Les premiers émois, c'était pas ça. Depuis quand les premiers émois, c'est de se faire des tournantes ? Vous imaginez ce que c'est ? Des petits bambins qui ont attrapé une gamine, une copine, qui l'ont entravée, déshabillée et pénétrée 2 fois de suite, c'est-à-dire à 2 occasions différentes. Attendez, on vit où ? Il n'y a jamais eu autant d'agressions sexuelles qu'aujourd'hui. Jamais. Et Judith m'a bien expliqué, elle me dit, la justification de l'éducation à la sexualité, c'était précisément pour faire reculer les crimes sexuels. Il n'y en a jamais eu autant. C'est épidémique. Les maladies sexuellement transmissibles ont explosé partout dans le monde. Qui c'est qui ramasse la mise ? Big Pharma. Eh oui, comme quoi tout le monde se retrouve. La pornographie, elle n'est pas seulement devenue gratuite, elle est devenue quasi obligatoire. En un clic intempestif, vous pouvez rentrer sur des sites abominables qui envahissent votre téléphone ou celui de vos gosses. Faites attention sur quoi vous cliquez quand vous ne connaissez pas un truc. Moi, je suis tombé un jour sur un truc porno. Là. J'ai débranché l'ordinateur pour arrêter ça. Parce que, non, mais je savais que ça pouvait infecter mon ordinateur. Attendez, avant, on disait la pornographie, c'est pour faire de l'argent. Mais maintenant, la pornographie, c'est pas pour faire de l'argent. De l'argent est dépensé pour vous faire consommer de la pornographie gratuite. Vous voyez le changement ? L'UNICEF, Agence de défense des enfants, a déclaré acceptable une certaine pornographie en direction des enfants. Ben voilà. Il y a la mauvaise pornographie, il y a la bonne pornographie. Et moi, j'ai lu le témoignage de profs qui ont cru ce qu'avait dit l'UNICEF, qui ont voulu visionner des trucs avec leurs élèves. Ils ont arrêté, ils ont poussé des hurlements. Ils disent, mais c'est épouvantable, c'est abominable, ils sont fous. Oui, ils sont fous. Et c'est eux qui nous dirigent. Au nom de la liberté de création, on exhibe des scènes pédocriminelles au grand public. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé au Palais de Tokyo à Paris ? C'est absolument atroce. Et alors notre cher président, alors il y a une femme, parce qu'il y a des gens pas mal, elle a balancé un seau de peinture rouge sur le truc, et notre président, comment il s'appelle ? Emmanuel Macron, c'est ça, Emmanuel Macron, il a dit qu'il était scandalisé à cette atteinte à la liberté d'expression. La liberté d'expression en France, j'aime bien. Alors les ministres de l'éducation successifs reviennent sans cesse sur la nécessité de séances obligatoires d'éducation à la sexualité dès les plus petites classes. Et l'homophobie, vous savez ce que c'est l'homophobie ? C'est-à-dire toute critique du pouvoir croissant d'un lobby mondial qui n'en finit pas de se définir, est devenue un délit qu'on peut poursuivre en justice. Alors l'avortement, je vous ai expliqué, c'est une priorité nationale. Je répète, priorité nationale, c'est bien. Et dans aucun programme, je les ai tous lus,
Il n'est jamais question d'amour. D'à quoi? Dites, comment? L'amour? Oh, on va quand même pas tout mélanger, non? Oh, l'amour, c'est quoi ça? Le sexe est pour ces gens définitivement coupé non seulement de la reproduction de la vie, mais également de l'amour. Donc définitivement, on a un sexe pour jouer avec, et tant qu'on joue, on ne regarde pas ailleurs. Le programme de l'IPPF annoncé en 1969 par le fameux Dr Day s'applique déjà à la lettre. Alors il est déjà admis à l'échelle mondiale par la propagande onusienne la nécessité de restreindre la population mondiale. Ils ont décidé qu'il fallait restreindre la population mondiale, donc tout le monde le reprend. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. La politique de planification des naissances, famille limitée à 2 enfants. Si on limite les familles à 2 enfants, la population va décroître dramatiquement. Parce qu'il n'y a pas, sur 2 enfants qui naissent, il n'y en aura pas 2 qui vont atteindre l'âge adulte et se reproduire. Donc, 2 enfants par famille, c'est nécessairement une décroissance. La séparation des activités sexuelles et de la reproduction, c'est admis partout. C'est admis partout. L'avortement comme un droit, avec un grand D. La diffusion de produits contraceptifs dans les écoles. Alors, vous savez ce que j'ai appris quand même dans tous ces programmes, c'est qu'une petite fille qui va à l'infirmerie pour dire qu'elle est enceinte, à qui on va donner la pilule du lendemain pour qu'elle puisse avorter, à qui on va donner la pilule, on ne lui interdit pas d'en parler à ses parents. Bien. Si. Elle a le droit d'en parler à ses parents. Si. C'est quand même vachement libéral, hein. Le développement et la promotion de l'homosexualité avec l'appui de l'État au nom de la lutte contre l'homophobie, alors ça je vous en parlerai un autre jour si vous voulez, parce que moi je suis intarissable là-dessus, j'ai trouvé des cas mais absolument hallucinants. Le mariage entre personnes du même sexe, ça c'est... Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un salon à la suite immédiate du mariage pour tous en France, il y a eu un salon du mariage pour tous qui s'est fait sur la place de l'Hôtel de Ville. Il n'y avait pas un rat, personne n'y est allé. Les seuls qui ont acheté des alliances, c'était un couple homme et femme qui passaient par là, qui disaient bah tiens, les alliances là, elles sont bien. Ça a été un bide absolument intégral, c'est-à-dire que c'est clair et net que ce mariage pour tous, c'est un truc qui a été imposé d'en haut et qu'il n'y avait absolument aucune demande de la base. C'est la plus grande pétition, c'est le plus grand nombre de signatures de pétitions pour demander quelque chose. Ça n'a absolument pas été suivi des faits. Ils s'en fichent. C'est le programme du Nouvel Ordre Mondial. C'est tout. C'est le programme de l'IPPF. C'est le programme de tous ces gens-là. Ils n'en ont rien à fiche de ce qu'on raconte. Donc, le mariage entre les personnes de même sexe, la notion de changement de sexe, l'éducation à la sexualité, le sexe à l'école, tout ça se déroule dans tous les pays, les uns derrière les autres, et on a l'impression que rien ne va les arrêter. Donc, des générations de jeunes sont drogués d'images sexuellement explicites qui, il n'y a pas si longtemps, étaient poursuivies au titre du détournement de mineurs. Montrer des images sexuellement explicites à un mineur, ça peut vous valoir la prison. À l'heure actuelle, ces détournements de mineurs ont lieu à l'école, qui est obligatoire, à partir de 3 ans, dans des programmes élaborés dans les ministères. J'ai lu des trucs qui émanent des ministères. Je dis, mais attendez, dans un pays normalement constitué, ces gens-là, on les envoie en tôle. On monte ces enfants contre leurs parents en les persuadant qu'ils ont des droits et que leurs parents n'ont pas le droit de s'y opposer. Tout, absolument tout, fait référence aux travaux frauduleux d'un maniaque sexuel, maître chanteur, soutenu par le pornographe Hefner, fondateur de Playboy. J'ai nommé Kinsey. Aucune commission d'enquête, nulle part, n'a jamais pu remettre en cause les rapports Kinsey qui servent de référence à tout le monde. Maintenant, est-ce que vous voulez des bonnes nouvelles? Là, je vais vous en donner. Parce qu'on ne va pas rester là-dessus. La 56e commission des Nations Unies pour la population s'est achevée en avril dernier. C'était pas longtemps, hein. Elle vient de voir infliger un camouflet historique au bloc constitué par les USA, l'Union européenne, les pays nordiques, le Canada, l'Australie et le Mexique. Tous partisans du programme que je viens de vous élaborer. Ce bloc essayait pour la 10e fois d'imposer une résolution sur l'éducation qui comportait l'adoption de l'éducation sexuelle globale dans le document final. C'est-à-dire que les Nations Unies vont dire on va mettre au point un programme d'éducation et le fameux bloc en question dit dans l'éducation on va mettre l'éducation sexuelle holistique, ils appellent, c'est-à-dire l'éducation sexuelle holistique, ça veut dire qu'on va parler sexe dans les cours d'histoire, dans les cours de grammaire, dans les cours de... c'est monstrueux. Attendez, vous ne pouvez plus faire une dictée où vous allez raconter Roméo et Juliette, ça va être Roméo et Roméo... hein. Non mais tout, c'est... Bon, donc ça faisait 10 ans que le groupe en question essayait de faire passer son truc sur l'éducation sexuelle et holistique. Ils ont dit, là ça y est, on a trouvé le truc.
Il va y avoir une résolution sur l'éducation et on va faire passer notre résolution en fin de truc. Vous savez bon, non, je vais faire de la digression à propos de toutes les lois scélérates, elles passent en dernier paragraphe d'une loi qui parle d'autre chose. C'est comme ça que ça passe. À la Révolution, c'est comme ça que les trucs les plus crapuleux sont passés. Mais j'en parlerai une autre fois. Donc, la dite résolution comportait également un droit à l'avortement et à l'apprentissage des pratiques sexuelles par les enfants. Donc, le groupe, là, l'Occident, ils ont dit, bon, on va faire un truc sur l'éducation et on va faire passer ça. Alors, ils ne lâchent jamais. Ça fait 10 ans qu'ils essaient de passer leur truc, et là, ils étaient sûrs de leur coup. Et on a compris que l'ONU est leur terrain de chasse favori, depuis Kinsey. Alors, les opposants assez loin savaient très bien que le projet consistait à promouvoir l'homosexualité, le mode de vie transgenre, détruire l'autorité parentale, qui est en fait, l'autorité parentale, c'est le seul rempart de protection des enfants contre les prédateurs. Il n'y a pas de meilleur protecteur contre un prédateur que papa. Alors, je sais bien qu'il y a des pères abusifs, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais c'est pas une raison. La veille du vote, la version finale du document a été envoyée à 22h30. Alors demain, à 8h, on vote et vous avez le truc. Bon. Alors ça interdit aux délégués d'en faire connaître la teneur à leur gouvernement pour obtenir leurs instructions. Vous recevez le truc à 22h30, vous allez signer, bon, peut-être pas le lendemain à 8h du matin, mais enfin disons entre 9 et 10h, vous n'avez absolument pas le temps de faire connaître ça à vos gouvernements. Des délégations d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Europe de l'Est ont convoqué une réunion d'urgence qui a duré toute la nuit. Ils ont dit, on ne va pas laisser passer ça. Cette réunion a permis une coordination cruciale entre les pays partageant les mêmes idées sur ce qu'il convenait de faire avec les paragraphes controversés. Les paragraphes controversés, c'était la fin du truc. En l'espace de quelques minutes, les 22 pays conservateurs ont pris le contrôle de la discussion. Ils ont reproché au président de la Commission, qui est un président moldave, d'avoir présenté le texte moins de 24 heures avant son adoption, ce qui est totalement illégitime, et incluant un texte négocié de nulle part, c'était un truc rajouté, bim, comme ça, à prendre ou à laisser, et le tout uniquement en anglais. Je suis désolé, mais c'est un peu violent quand même. Un peu violent, ça. Parce que je sais bien que tout le monde est censé parler l'anglais, mais quand même. Bouche bée, les délégués occidentaux ont vu s'évanouir leur espoir d'un consensus. Finalement, le président moldave a retiré le document, qui comportait tout de même des déclarations importantes sur l'éducation, la vraie éducation des enfants. Mais en retirant le texte sur l'éducation, on retirait également l'autre. Alors, ce qui montre que le camp occidental préfère sacrifier l'éducation s'il ne peut pas imposer l'éducation à la sexualité. En tout cas, la leçon sera retenue. Et c'est un camouflet, et c'est une victoire pour, alors tenez-vous bien, l'Algérie, la Biélorussie, le Brunei Dar es Salaam, le Cameroun, la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Érythrée, l'Éthiopie, la Gambie, l'Irak, l'Iran, la Libye, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria, la Syrie, la Russie, l'Arabie Saoudite, le Sénégal, le Yémen, l'Ouganda et le Zimbabwe. Honneur leur soit rendu, plus de la moitié sont des Africains. Merci l'Afrique. Les Africains, ils sont à la pointe. Deuxième bonne nouvelle, je ne connais pas personnellement ce monsieur, mais Greg Toussaint vient de lancer une campagne disant « Ne touchez pas à nos gosses ». Il paraît qu'il vient de se faire assigner en justice pour homophobie. Ah bah oui, qu'est-ce que c'est l'homophobie? C'est de ne pas vouloir que les homosexuels viennent faire de la propagande homosexualiste dans les écoles. Honneur à ce monsieur, je ne le connais pas, je ne demande qu'à le connaître. Alors, on va conclure en rappelant une vérité première qu'il est grand temps de rappeler. Le sexe, c'est fait pour reproduire et transmettre la vie. Point. Et le plaisir, c'est le cadeau que le bon Dieu nous a donné pour qu'on s'y adonne. Et pas pour autre chose. Je vous remercie. Voilà. Merci Marion, c'était passionnant comme à chaque fois que je... Ouf, j'ai le cœur qui bat à tout rond. J'ai l'adrénaline qui monte à chaque fois. On a un petit peu de temps pour des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marion Discours?
Maintenant, on cherche toujours la cohérence, c'est-à-dire que les choses n'arrivent pas sans raison, et on a bien compris la montée en puissance d'un certain pouvoir à travers le temps, et de manière structurée. Et donc la question, c'est, est-il deux questions, en fait, c'est deux volets, de quelle inspiration, quelle communauté qui a inspiré cette tendance au mouvement très structurée, très organisée, et qui, à travers le temps, est arrivée à coloniser absolument tous les pouvoirs en Occident et pratiquement dans le monde à travers ces organisations internationales. Donc ça, c'est la première question. Et est-ce que ce n'est pas l'essentiel de pouvoir mettre le doigt sur les auteurs? Ce n'est pas le fait du hasard, ça c'est absurde. Je sais que nous vivons dans ce monde-là, que dans ce monde-là, je refuse de l'appeler démocratie, en meilleur des cas, démocrature. En réalité, nous sommes en pure dictature. En pure dictature. Absolument, absolument. Dictature du vice. Et la raison pour laquelle ma question va être un peu subliminale, c'est qu'on ne nomme pas le dictateur lorsque l'on vit en dictature. Et donc, je vais vous poser la question, sachant que vous n'êtes pas autorisé à y répondre. Non, alors je suis pas trop d'accord parce que c'est assez compliqué. Je vois où vous voulez en venir, mais je ne suis pas d'accord avec les conclusions. On vise toujours les mêmes qui, en général, ramassent le fruit quand il est mûr, quoi. Dans tout ce que j'ai étudié de la corruption de l'Ancien Régime, ce sont de bons catholiques. C'est évident. Et quand le système est au bord de l'effondrement, il y a effectivement des gens qui se précipitent pour prendre les rênes. Mais tout ce que j'ai pu voir de la corruption, notamment par les jansénistes, c'est purement catholico-catholique français. C'est absolument évident. Pour ce qui concerne Alfred Kinsey, il était d'un milieu protestant pudibond. C'était un antisémite, incontestable. C'était un protestant pudibond. Alors qu'il y ait des gens par derrière qui que quoi, ne partez pas vers des conclusions simplistes. C'est beaucoup plus complexe que vous imaginez. Qu'il y ait des gens qui se précipitent pour tirer les ficelles au moment où le fruit est, pour ramasser le fruit au moment où il est mûr, l'affaire est entendue. Mais regardez bien ce qui s'est passé. Moi, j'ai bien étudié la corruption des mœurs sous Louis XIII, sous Louis XIV, sous Louis XV et sous Louis XVI. Ce sont de bons catholiques. Enfin, de bons, entre guillemets. Vous tirez les conclusions que vous voulez. Ce que je peux vous dire, c'est que le satanisme au cœur de l'État sous Louis XIV, ce sont des juges français. Ce sont des juges français. C'est la création de l'hôpital général, c'est une invention de juges français. Sans aucune influence extérieure. C'est incontestable. Il y a des dérives partout, puis il y a des gens qui savent tirer les marrons du feu. Pas tirer les marrons du feu, mais qui savent ramasser les fruits qui ont été gaulés par les autres, hein, c'est clair. Mais la franc-maçonnerie, elle arrive après. La franc-maçonnerie, elle arrive en France en 1720. Avant la franc-maçonnerie, il y a eu quand même, je veux dire, le libertinage du siècle de Cyrano de Bergerac, excusez-moi, c'était avant la franc-maçonnerie. C'était avant la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est la structuration d'un truc qui est en germe. Et après la franc-maçonnerie. Moi, je crois que le jansénisme a précédé la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a chaussé les bottes des jansénistes. Et à un moment donné, ils ont travaillé ensemble, un janséniste et franc-maçon. Quand le prince de Conti hébergeait le rédacteur des Nouvelles Ecclésiastiques, le prince de Conti, qui était grand maître de la franc-maçonnerie, hébergeait le journal du jansénisme. Donc ils étaient de toute évidence, mais je suis désolé, c'était des catholiques bien de chez nous. Hein. Comment dire, avant les francs-maçons, il y avait les jansénistes, avant les jansénistes, il y avait les libertins, et avant les libertins, il y avait encore autre chose. Vous avez une partie de l'État qui, avec un certain pouvoir, et on retrouve les juges de Jeanne d'Arc d'ailleurs, parce que la façon de faire de l'université au moment du procès de Jeanne d'Arc,
Qu'est-ce qui se passe? Ouh. Ouh. L'attitude des juges au moment du procès de Jeanne d'Arc, ça relève encore de la même chose. C'est une minorité de gens qui ont un pouvoir, qui ne veulent obéir à aucune autorité au-dessus de leur tête, qui font leur propre morale. Et qu'on retrouve siècle après siècle et dont la corruption devient de plus en plus évidente jusqu'à l'explosion actuelle. Ah non, alors attendez, parlez plus fort. Non, je ne suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire que on trouve des corrompus absolument partout, et que, non mais la collusion des corrompus de différents pays, c'est sûr qu'on les retrouve. Les Illuminati, je veux dire, la réunion des Illuminati, c'est la réunion de ces gens-là entre eux, c'est la collusion de ces gens-là entre eux. Bon, alors si vous savez tout, c'est très bien, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que moi, je vois où vous voulez en venir. C'est les Juifs qui, moi, je suis désolé, on les croise, mais c'est pas eux qui dirigent le truc à l'origine. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ben, c'est peut-être simpliste, mais alors c'est vraiment ma conviction. C'est vraiment ma conviction. Et ma conviction est qu'à vouloir avoir des réponses simplistes, on va passer à côté des véritables responsabilités. Des salopards, il y en a absolument partout, et on les retrouve beaucoup plus parmi les gens tenus par l'horreur de leurs vices et de leurs vices qui se tiennent tous les uns les autres. Ils se tiennent tous les uns les autres. C'est par le vice qu'ils se tiennent les uns les autres. Et de penser qu'une communauté puisse être plus responsable qu'une autre, je n'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que tout le monde est représenté là-dedans. Maintenant, s'il y avait une vérité simple, je serais d'accord pour l'entendre, mais la vérité est toujours plus compliquée. Bonsoir, merci de cette conférence. J'avais une petite question. Depuis 1969, vous dites qu'il y a une volonté de réduire la population mondiale. En 1969, on dit la chanson de Cocciante, nous sommes 3 millions d'humains sur Terre et pour un cœur solidaire. En 80, donc maintenant on est presque 8 milliards. J'essaie de comprendre comment, depuis 1969, si on voulait réduire la population mondiale, on ne serait pas arrivé à ce chiffre. D'abord, les chiffres sont faux. Les chiffres sont faux. Les chiffres de la population, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Philippe Boursier de Carbon, J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Philippe Boursier de Carbon, qui est démographe de métier, qui dit les chiffres sont faux. Les chiffres sont faux. On nous ment surtout, y compris sur le véritable chiffre de la population mondiale. Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas. Et on nous ment également, m'a-t-on dit, sur les perspectives de reproduction des populations actuelles. Si ça continue, on va être tant et tant et tant et tant, et c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est en phase, paraît-il, d'effondrement imminent de la population. Donc les chiffres sont faux. En tout cas, ils sont inconnus. On va prendre encore 2 questions. Merci Anne. Madame, merci beaucoup pour votre conférence qui était super intéressante et j'aime bien beaucoup votre courage et votre vécu. Mais vous avez volé très haut et je voulais vous dire que sur Terre, parmi le peuple, il y a des horreurs encore plus horribles qui se passent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, je rajoute ça à tout ce qu'on a entendu ce soir, de l'affaire Guardo. En 1962, il y a une petite fille qui s'appelait Lydia Guardo. Son papa était un braqueur, un armé. Eh bien, dès qu'elle a eu 9 ans, il l'a séquestrée pendant 28 ans. Il lui a fait 7 enfants. Il l'a violée. On a entendu parler de ça. Village de la Seine-et-Marne, à Mont et la Essonne. Et le village, tout le village était au courant. La petite s'est évadée plusieurs fois. Elle est allée voir les gendarmes qui l'ont ramenée chez son père. Alors, ce braqueur en a ramené. Je ne pense pas qu'il fasse partie des élites intellectuelles de ceux qui sont en train de nous enlever toute nos libertés. Voilà, je voulais juste rajouter ce témoignage. Merci, madame.
Merci. Moi, j'ai toujours entendu parler de ces horreurs qui se passent dans la France profonde, donc je sais que ça a toujours existé, et pendant longtemps, quand on parlait d'horreur, d'atteinte sexuelle sur les enfants, c'était toujours ça dont on parlait. Donc j'ai toujours entendu dire qu'il y avait effectivement on appelle ça des familles tuyaux de poils, hein, c'est comme ça le terme populaire pour en parler, ça a toujours existé. Je ne peux pas dire que ça a toujours été dénoncé, mais ça a toujours été considéré comme existant. La nouvelle, c'est que maintenant, on sait que des élites s'y livrent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, ces gens du bas peuple qui commettent des atrocités, ne les commettent que parce que l'autorité leur permet de le faire. C'est évident. C'est évident. Si la justice s'appliquait, ça ne durerait pas des années. Quelles seraient les associations que vous nous conseillez? Je sais que vous êtes proche de Civitas. Ici en Belgique, nous avons eu récemment des lectures dans les bibliothèques sur les drag queens à la Louvière. Le planning est full jusqu'au fin juin. Donc, dans la salle, il y a des personnes qui se sont mobilisées, notamment pour donner un courrier. Donc, il y avait un pédopsychiatre qui avait écrit sur les dangers de laisser son enfant de 6 à 9 ans. C'était 6 à 9 ans à la Louvière, c'était il y a un mois et demi, 2 mois. Et donc, voilà, nous sommes tous réunis ce soir. C'est une cause, effectivement, qui est importante. Hein, les enfants, c'est l'avenir. Et donc, quel serait, est-ce que vous pourrez concrétiser, donc soit cette lecture, donc c'était un groupe qui a 2 parents, qui a essayé donc c'était pacifique, hein, on a parlé, moi j'étais présent, on a parlé avec les drag queens, alors elles étaient en jupe, elles n'étaient pas épilées, et la bibliothèque qui était à fond dedans, et donc voilà, est-ce qu'on pourrait avoir une association, créer une association en Belgique, touche par mon enfant. Attendez, est-ce que vous avez encore des lois en Belgique qui disent qu'il y a des attentats à la pudeur et des corruptions de mineurs? Oui, faut faire la parole à Nathalie. Mais il faut faire valoir ses droits. Il faut faire valoir ses droits. Bien sûr, on a l'article 385 du Code pénal et l'article 417. Outrage aux mœurs peut être auditif. Et l'article 417, c'est l'incitation à la débauche avec la circonstance aggravante qu'il s'agit de mineurs de moins de 10 ans. Voilà. Donc nous, on a déposé plainte, mais évidemment, on avait d'abord été à la lecture, ça sert à rien. Les parents qui vont là avec leurs gosses, ça sert à rien. J'ai pas entendu. Les parents qui vont avec leurs enfants pour aller écouter ce genre de choses, ils sont perdus. Bon, on ne saura rien faire, c'est pas la peine. Ça nous a juste valu un article dans la presse sur les transports homophobes, et du coup, on passe à côté du problème. Le problème n'est pas... Transphobe. Moi, je suis transphobe. Non, je suis biphobe, moi. Je suis pas transphobe, je suis biphobe. Moi, je suis biphobe. Biphobe, moi. C'est pas... Extrême droite et de tout ce qu'on veut. Et là, c'est encore un autre débat qu'on n'est pas expliqué d'abord sur c'est l'extrême droite. Et donc, voilà. Et l'idée, c'était de déposer des plaintes avant les lectures, pour que la police fasse son travail et interdise les lectures. Voilà. Eh bien, allez-y. Donc, nous, on l'a fait à la Louvière après la lecture, puis on l'a fait à Mons avant la lecture, et là, c'est très bizarre parce qu'on n'a pas eu de PV. Et on est allé à 2, on n'a pas eu de PV. Et puis Mélissa allait après, on l'a appelé, on dit écoute, on n'a pas eu de PV. Et là, elle a posé la question. Ah non, c'est pas PV, c'est normal. Je comprends pas, on n'a pas eu de PV, ça veut dire. On n'a pas eu de procès verbal, on n'a rien signé, on n'a rien reçu. Je pense, je crois vraiment que c'est la bonne piste. C'est la bonne piste, c'est la piste juridique. Je n'en vois pas d'autre. Ou alors, ça va se terminer avec du sang sur les murs, ce que je ne souhaite pas, parce qu'il y aura forcément du sang de victimes innocentes au milieu. Hein. Mais la réponse est juridique. Vous savez, ce qui paralyse les gens dans ces affaires-là, c'est la sidération. La sidération, c'est le culot de l'ennemi. Ils ont tous les culots, ayant tous les culots en face. Alors ceux qui veulent déposer des plaintes, moi j'ai des documents, les articles de loi, vous m'envoyez un mail. Mais il faut faire des actions conjointes, il faut faire des actions collectives. Mais il faut que les gens suivent.
Mais les gens, attendez, arrêtez avec les gens, lesquels? C'est pas les gens qui vont suivre, c'est ceux qui vont suivre qui vont suivre. Si vous attendez d'avoir tout le monde, vous ne ferez jamais rien. Non, arrêtez avec ça. Si vous rêvez d'un mouvement massif, la masse, elle viendra petit à petit. On est obligé de commencer petit. Jésus, il a commencé à 12. Non, mais le mouvement massif, c'est un rêve, c'est un rêve inutile. Exactement. On ne peut pas. Si on attend d'être les masses pour faire quelque chose, les masses, on ne mobilise pas les masses. Mobiliser les masses, c'est un rêve de gauche, ça. J'en suis revenu. Hein. Non, mais attendez, les masses, en plus de ça, quand elles se sont mobilisées à la manif pour tous, ça a donné quoi? Rien du tout. Rien du tout. Et il y avait des choses à faire au moment du mariage pour tous, il y avait des choses à faire juridiquement qui n'ont pas été faites. Par exemple, de faire intervenir l'académie. Qu'est-ce que le mariage? L'union d'un homme et d'une femme. Alors votre truc, on ne peut pas vous empêcher de le passer, mais vous ne l'appelez pas le mariage. Et les académiciens n'ont pas fait leur travail. Et là, il y avait un boulot qui concernait une dizaine de personnes. Ça aurait suffi. Ça n'a pas été fait. Et les masses, elles n'ont servi à rien. Je les ai toutes faites, les manifs pour tous. Toutes. Il n'en allait pas louper une. Ça n'a servi à rien. Hein? Les manifs ne servent à rien. La manif, ça peut être une conclusion. Ça ne peut pas être un préalable. Si les manifs servaient à quelque chose, la loi sur la retraite à 64 ans, là, elle ne serait pas passée. Ils s'en foutent qu'on manifeste, mais ils s'en tapent. Ils s'en tapent, ça leur est complètement égal. Alors que des actions conjointes comme ça, hein, vous savez, c'est à coup de boutoir. C'est à coup de boutoir. Et je pense que les masses suivront. Mais après, ce qui mobilise les masses, c'est quand vous savez, c'est la tête qui dirige. Je suis désolée, c'est comme ça. C'est quand la tête aura changé. À la tête, à l'heure actuelle, il y a les pires pervers. C'est la tête qu'il faut changer maintenant. Et on les atteindra par des actions conjointes de gens motivés, intelligents, courageux, qui ont la foi, qui ont la niaque, parce que si on se déballonne au premier échec, on n'ira nulle part. Mais ce que vous avez dit, là, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est clair que c'est ça qu'il faut faire. Yes. Il n'y a pas un deuxième micro? Ça serait sympa. On va devoir arrêter, je pense. Non, mais il y a une dame qui... Là. Merci, et c'est parce que je pense que c'est important. Est-ce que le combat n'est pas dans les écoles? Il est partout. Je voudrais inviter tout le monde à sortir ses enfants des écoles, où maintenant il y a le rapport EGRAS. En fait, pourrir les enfants à l'école sans que les parents soient là. C'est pas trois drag queens à la gouttière le problème. Le problème, c'est tous les jours à l'école, dès l'âge de 5 ans. Mais c'est surtout tous les jours à l'école. Et les drag queens vont dans les écoles, bien sûr. Le programme de l'OMS, c'est tous les enfants de toutes les écoles du monde à partir de 3 ans, c'est clair. L'éducation, la sexualité dans les écoles de la maternelle. Et si vous regardez sur Internet, ils le disent, c'est la sexualité chez les petits-enfants. Donc c'est exactement ce que Marion Sigaud explique. Moi j'invite tous les parents à sortir les enfants des écoles. Vous vous fédérez, vous vous mettez ensemble. En Belgique, c'est possible. Vous êtes le homeschool à l'école. Et sortez les enfants des écoles. Et on peut vous demander, je peux vous donner des programmes, je peux vous donner des astuces. Il y a moyen de s'unir, il y a moyen de... Il y va de l'âme des enfants, il y va de leur salut, il y va de leur équilibre, il y va des familles, il y va de toute la société. Il faut sortir les enfants
comprendre. Dites-la moi, je vais la dire, dites-la moi. En Belgique, le chef de la police de chaque ville, chaque village, c'est le bourgmestre. En Belgique, le responsable de chaque police, de la police municipale, de la police communale, c'est le bourgmestre. Le bourgmestre a tous les devoirs, a toutes les lois en sa possession. Donc, si vous voulez arrêter ça, vous allez faire des piquets devant le bourgmestre. Et vous verrez qu'il aura peur, il va arrêter. Bravo! C'est pas la peine d'enlever les enfants des écoles, les enfants doivent continuer à apprendre, à enseigner. Ils n'apprennent rien à l'école. Les enfants n'apprennent plus rien à l'école à part se masturber. Ils ne savent plus lire, ni écrire, ni rien du tout. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Il n'y a plus le temps. Alors, avant de terminer, j'ai entendu qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes pour rentrer. Ah.